Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 88. Cette semaine, pas mal de choses à dire. On a du Gamrot qui veut BSD à Paris, on a du Geiji furieux du combat de Topuria contre Oliveira, on a de l'analyse lucide de Kasata, on a du Gan qui donne de ses nouvelles, on a pas mal de choses, on a de Nora Cornell qui a son nouveau combat qui a été annoncé. Donc pas mal de choses à dire. Des nouvelles signatures à l'UFC aussi. Avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, on va parler de notre partenaire du moment Import Fight, donc un site de vêtements textiles et matériel de sport de combat typé boxe, MMA, grappling, qui voit sur ce site des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight. Donc sinon, il faut aller chercher ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. C'est du matériel de qualité, c'est du corner, du primo, du hit and move, qui sponsorise de nombreux combattants de l'UFC. D'ailleurs, Nora Cornell, je crois que j'ai vu comme quoi elle a des mitaines, je crois, corner. J'ai vu sur certaines photos ou vidéos, donc voilà, Ah ouais. c'est quand même c'est une marque qu'elle porte elle-même, tu vois, pour le coup. Donc voilà, il y a pas mal de combattants de l'UFC ou du Bellator, ex-Bellator, nouveau PFL, je pense à Anthony Pettis qui met du corner aussi, qui est sponsorisé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ce site, le lien est en description pour avoir du style en étant différent des autres. C'est sur Import Fight et le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. On commence avec avec une question que tout le monde se pose ou pas, je ne sais pas. En tout cas, nous on va se la poser. Burns a été mis KO là sur le week-end dernier à l'UFC. Et en fait, on peut se poser la question de est-ce la fin? Il le dit pas officiellement, mais effectivement, on est sur un déclin quand même de Burns. Il a été mis KO au premier round par Michael Morales à l'Apex ce week-end. C'est sa 4e défaite de suite avec Belal, Jack Della Maddalena, Brady et Morales. Alors il parle pas de retraite, mais son message post-fight laisse songeur entre guillemets, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a pas, tu sais pas comment on le prend. Il dit reconnaissant pour ce parcours, je suis encore béni. Donc déjà reconnaissant pour ce parcours, tu sais, c'est déjà cette première phrase moi qui me fait dire que tu sais ça sent la fin. Mais par contre derrière il dit je suis encore béni. Donc ça veut dire comme quoi il se sent pas justement en disgrâce et que pour le coup il pourrait continuer. Tu vois, il y a tout et son contraire dans les deux premières phrases. Bien sûr. Ce n'est pas le résultat que j'espérais, surtout pour celui-là. J'ai travaillé extrêmement dur, ceux qui ont vu savent, mais c'est ça, la vie, c'est le combat. Et donc après il finit en disant félicitations à Morales, je vous souhaite à toi et ton équipe plein de succès, pas de mélancolie, ici juste de la gratitude pour le beau parcours et pour toutes les leçons. Dieu est bon tout le temps, toute louange et toute gloire lui revient dans la victoire comme dans la défaite. C'est fou parce que t'as tout et son contraire dans ce truc-là. T'as des moments, tu sais, t'as l'impression qu'il remercie pour sa carrière, mais à la fois, il voudrait pousser encore un peu. Bah, en fait, je pense qu'il veut pousser. Moi, je le ressens comme ça, hein. Il veut pousser pour le côté financier, mais tu sens que niveau motivation, il y a plus de motivation. Il y a plus de motivation. C'est comme ça que je le ressens. Après, quand tu regardes Mhm. ses défaites, c'est que contre des tops. C'est C'est pour ça que vraiment j'ai cité contre les noms. vraiment le top de la KT. Morales, rien ne nous dit pas que demain il sera parmi les tops, parce que sacré combattant, tu vois, c'est Mhm. un gros test pour lui, il l'a confirmé. Donc c'est difficile à jauger. C'est difficile à jauger. Maintenant, d'un point de vue mental, tu sens qu'il est plus là, Burns. Moi, je le ressens depuis son combat contre Madalena, hein. Même avant, même avant. Tu sentais que Ouais. il l'avait dit même, je sais plus contre quel combattant qu'il avait affronté. Il disait j'ai pris trop de coups. Même sa femme, elle disait faut plus prendre de coups. Tu sais, il cherchait à changer son style, etc. Quand t'es plus prêt à faire la guerre, ça devient compliqué, tu vois. Il faut acter que quand tu combats à ce niveau-là, tu rentres dans la cage, tu sais pas dans quel état tu vas en ressortir. Et psychologiquement, il faut que tu sois prêt à ça. Ouais, ça c'était avant Neil Magny, tu sais, C'est avant ça. son combat contre Neil Magny, où après il s'était mis à faire du sol et justement il avait mis un bon bras-tête à Neil Magny où justement effectivement il voulait plus rentrer à la guerre.
Mais ce qui était à la fois judicieux, c'était rassurant parce que voilà, t'es en fin de carrière, tu veux plus prendre de frappe, tu veux préserver ta santé, t'as la chance d'être un des meilleurs grappleurs de l'UFC, même si aujourd'hui, bah, il le met plus trop en ligne de compte, il boxe plus qu'il ne fait du sol ou de la lutte, tu vois, enfin, même si c'est arrivé sur certains fights, mais tu vois, là, par exemple, contre Morales, enfin, tu vois, il a quand même cherché à échanger debout avec un Morales qui était bien au-dessus techniquement. Enfin, moi, ce que j'ai aimé chez Morales, quand tu dis, effectivement, on sait pas ce que ça va donner pour lui, pour la suite, c'est vrai. Parce que cette lucidité, cette, comment dire, cette, expérience dans la cage. Enfin, je sais pas depuis quand il combat, je l'ai pas suivi plus que ça pour l'instant encore, mais tu vois, enfin franchement, ça, il transpirait l'expérience. Il était là, il frappait dur, il frappait avec de la lucidité. Tu vois, il se précipitait pas. Chaque coup était bien choisi. Et puis tu sens qu'en plus il a l'équaliseur dans les points. Donc ouais, non, c'est vrai que chercher à boxer avec lui, c'était quand même une belle erreur. C'était quand même une belle erreur. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis, et c'est pour ça que j'ai cité les noms. Ces défaites, c'est contre soit des champions. Si je reprends justement, tu vois, Belal, champion. Jack Della Maddalena, champion. Brady, bah c'est contender numéro 1. Ouais. Tu vois, qui a roulé sur Leon Edwards. C'est vrai que quand tu mets ça en lumière, c'est des défaites qui ont bien vieilli, tu vois. Parce que contre JDM, contre JDM, alors certes, il avait l'avant-bras cassé, mais il finit par prendre un KO, mais c'était un combat quand même où ça a été disputé entre les deux. Non, c'était compétitif, mais pour moi, c'est justement ce truc de mauvaise gestion à la fin. Il a un peu paniqué sur la fin. Il s'est précipité. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, mais c'est sur une phase. En fait, tu sais, je suis d'accord, mais à la fois c'est sur une phase de fight. Il a voulu re-shooter directement, il a fait l'erreur, mais pour moi, c'est pas vraiment de la précipitation. C'est il s'est dit, mon salut, il vient au sol. Tu vois, comme il vient du sol avec lui. Mhm. Debout, j'ai compris. Pour le coup, là, debout, il a compris il pouvait pas faire il pouvait pas combattre avec lui. C'était un niveau trop au-dessus. Et il avait de la réussite quand même dans ses takedowns avec ses single legs et donc il avait quand même de la réussite. Donc, il est parti le re-shooter comme beaucoup auraient pu faire, tu vois. Et je pense pas que ce soit un manque de lucidité, je pense juste que c'était, il s'est dit, voilà, je vais pas le lâcher. En fait, je vais continuer à lui mettre la pression, sauf que, JDM a eu un bon moment de lucidité, il a mis le genou parfait, et puis il est tombé. Mais tu sais, c'est pas comme s'il lui avait couru après pendant 3 rounds, tu sais, comme on voit certains dans la panique, qui courent et qui font des erreurs. Là, vraiment, il s'est relevé, il a voulu re-shooter. Il est Il aurait dû classé s'être levé. combien? Il est classé combien, Burns, actuellement? Et ben il est classé 10. Il a chuté encore au classement là. Ah, Il a tu perdu vois. 2 places. Il est Il est classé classé 10. 10. En plus, il est dans une des KT qui est actuellement la plus relevée. On peut le dire, hein, les Ouais, oui. 77, il y a eu Mm. un gros mouvement là. C'est devenu vraiment Ouais, une des KT les plus compétitifs. Il a un gros salaire, Burns, tu vois, parce que c'est un mec qui était bien classé. Donc, dans son contrat, il a un bon salaire. J'ai du mal à voir l'UFC le garder pour faire des combats contre des top 15 et lui donner des gros salaires comme ça. C'est-à-dire qu'il sera c'est quoi ça. en ouverture de main card ou truc comme ça. À mon avis, c'est pas assez une grosse star Burns pour qu'il le conserve, hein. Puis il a 38 ans. Je serais pas surpris qu'il me cut là. Il a 38 ans. Donc attends, je vais retourner sur l'UFC parce que sur les rankings, tu vois, si je reprends ce qui se passe là, Jack de la Maddalena. Alors, il est classé donc 10. Au-dessus de lui, c'est Covington, Morales qui a pris 4 places, Buckley, Ian Gary, Kamaru Usman, Leon Edwards, Shafkat, Sean Brady, Belal Mohamed, Jack Della Maddalena. Tu vois, pour le coup, en plus, la plupart, ils l'ont déjà battu. Mais je le vois passer aucun de ces noms. Actuellement, là, je le vois passer aucun de ces Non, noms. Le Burns qu'on a je vu suis là, ouais. non. Et en dessous, si on regarde dans le top 15, on a Geoff Neal, on a Stephen Thompson, on a Carlos Prates, on a Vincent Luque et on a Michael Venom Page. Alors la chance qu'il a, c'est que dans le top 15, t'as encore des gros noms. Tu vois, quand tu parles de le côté, tu vois, un combat contre Stephen Thompson, un Bah, combat moi, je pense contre... pas. Non, non. À mon avis, hein, comme là, le classement que tu m'as dit, tu lui mets MVP dans les pattes. Parce que Ou MVP, MVP, ouais. c'est une potentielle entrée pour lui dans le top 10. Donc tu peux faire un gros fight derrière contre un mec du top 10, ce qui est toujours bankable.
Et c'est peut-être sa seule chance de rentrer dans le top 10 MVP. Oui, c'est les noms que j'allais citer, tu vois. Moi, je pensais dans les fights à faire, t'as Thompson, t'as peut-être Ils se sont Luque déjà affrontés. Thompson, il l'a et battu. Burns, il a battu Thompson déjà. ouais, mais tu peux refaire un fight ou Wow. alors sinon sinon Carlos Prates pour pareil pour Au comme Brésil. marchepied aussi. Ouais, tu fais ça au Ouais. Brésil. Ouais. Carlos Prates contre Burns et pareil tu fais une entrée de Prates qui veut revenir suite à Yann Gary, tu sais qui veut revenir fort, Hmm. tu lui mets Burns. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va jouer entre Mais ces bon, deux noms. MVP ou c'est Prates. vrai. Mais par contre, oui, tu sais, quand il dit qu'il s'est vraiment préparé dur pour ce combat-là, il s'était vraiment, enfin, je crois que c'était Julien qui en avait parlé. En tout cas, je crois que c'est sur Mandal qu'ils en avait parlé. Et effectivement, il s'était vraiment pas préparé fort sur ce combat-là. Donc grosse déception et grosse désillusion parce que il voulait vraiment se relancer avec ce combat. Ouais, Donc ça, ouais. j'en doute pas qu'il se soit préparé fort. Maintenant, comme tu l'as dit, 38 ans, mauvaise série, en plus il prend que des bourbiers. Non, remonter à ce niveau-là, là, ça y est, c'est fini. Il faut oublier. 38 ans, c'est mon âge. Bientôt 39. Le mois prochain. Tu sens que c'est Les compliqué. amis. Tous les jours, je sens que c'est compliqué. tous les jours, c'est dur, les amis, c'est dur. Mettre une paire de chaussettes, c'est compliqué. Alors rentrer dans une cage, je vous imaginez même pas. Donc ouais, non, non, c'est vrai. C'est vrai. 38 ans, vraiment, tu passes un cap. Enfin, tu sais, bon, déjà, passer 35, c'est compliqué, mais bon, des sportifs professionnels, donc ils s'entraînent, ils se soignent, ils s'entraînent correctement, tu vois. Mais c'est vrai que plus t'approches des 40 et plus c'est dur. À part chez les lourds. Là, en 77, ça devient vraiment, l'écart, il est beaucoup trop grand. Sur les petits jeunes qui débarquent là, l'écart, il est beaucoup trop grand. Hmm. Faut pas se voiler la face. Tu vois, Dieu peut faire beaucoup de choses, puisqu'il met Dieu beaucoup en avant, mais il va pas te redonner 20 ans. Donc il y a un problème, et c'est vrai que là, t'arrives à la fin, quoi. T'arrives vraiment à la fin. Ouais. Donc bon, profitez des derniers instants de Burns si vous êtes fan de Burns, parce que ça sent la retraite bientôt. Vraiment, ça sent la retraite bientôt. Alors pas là, pas tout de suite, encore un ou deux fights, mais si victoire comme Et, défaite, en fonction de comment ça va se passer, je pense que ça va être compliqué. ouais, et puis il a eu une belle carrière, Burns, hein. Franchement, c'était un beau combattant. C'est justement, c'est Julien, oui, qui parlait de ça. Il disait que financièrement, il s'est mis à l'abri parce qu'il a beaucoup investi dans l'immobilier, etc. Donc déjà, il a pas ça, il a pas ce problème en tête. Tu vois, si financièrement il a assuré ses arrières, Mhm. mérité sa retraite. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bref, on enchaîne avec l'analyse de Casata sur le combat de Manon Fiorot. Une analyse plutôt lucide pour le coup. Donc Manon Fiorot qui a tenté sa chance au titre l'UFC 315 contre Valentina Shevchenko et elle s'est inclinée à la décision partagée. Et donc, bah, si vous voulez en savoir plus, hein, on vous renvoie vers notre épisode justement de récap de cette UFC 315, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur ce qu'on en pense. Mais il a fait une interview sur Jab Life avec Alexander Binet, puisque de toute façon ils sont partenaires sur ce podcast-là, donc ça lui donne une tribune pour pouvoir parler justement de ce combat-là. Et d'abord, il donne des nouvelles de Manon, déjà pour commencer, parce qu'on le nez cassé, peut-être ou pas, ils savaient toujours pas à ce moment-là. Et ils attendaient Mm. encore quelques examens, mais c'était pas dit. Mais bon, il dit qu'elle va bien, qu'elle était aussi préparée à la défaite, que le public et l'UFC lui ont témoigné beaucoup de soutien. Donc ça, c'est une bonne chose. Hunter Campbell l'a appelé dans les jours qui suivaient. Pour leur dire à tous les deux qu'ils étaient contents de la promotion du combat et du combat en lui-même et qui vont la refaire combattre rapidement. Donc voilà, après il reste un choix, soit tu t'arrêtes, soit tu continues. Et finalement le choix c'est de continuer et de retenter sa chance. Il disait voilà, elle a deux ans et demi de moins que la championne, donc ça veut dire que c'est potentiellement faisable, Ah, qu'elle peut encore faire largement, un run. Et largement. puis voilà, donc là-dessus il y a pas de souci. C'est vrai que c'est le choix à faire. C'est pas comme si elle avait perdu parce que justement elle était pas au niveau physique, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau physique, déjà pour commencer. Déjà pour commencer, Non, mais elle est au niveau physique. sur ça, il y avait pas de doute. Sur ça, on savait que physiquement, elle était au niveau. Techniquement, honnêtement, on a déjà fait le débrief, hein, mais
Ça se joue sur des détails, ça se joue sur de l'expérience, ça se joue sur de la gestion de combat. Moi, même une revanche m'intéresse. Oui, Avec oui. l'expérience qu'elle a prise là sur 5 rounds à affronter une grande championne comme elle, je pense elle a passé un cap et ça pourrait être intéressant. Maintenant, c'est pas dit qu'on le revoit parce que je suis pas sûr que Valentina soit là encore longtemps. Mais on sait jamais. Il y a toujours des très gros fights. Tu vois, demain il y a un combat Weili Zhang, Valentina. Weili Zhang prend la ceinture. T'es amené à combattre Weili Zhang. C'est encore plus beau, je trouve actuellement, parce que Weili c'est une championne incroyable. Imagine un Manon contre Weili, ça serait fou. C'est vrai que ça serait fou. Ça serait fou. C'est des noms comme ça, effectivement, qu'on veut voir, que ça soit, enfin, des noms historiques, tu vois, qu'on marqué l'histoire de l'UFC, Mm. que ça soit Weili Zhang ou que ça soit Valentina, effectivement. En fait, prendre la ceinture contre une Valentina ou contre une Weili Zhang, ça a de la Ça a valeur, la, ça a du ouais, poids. ça a la même valeur pour moi. Honnêtement, ça a Là, vraiment la même valeur. c'est ça. Surtout si Weili gagne contre Valentina, tu vois, où Ouais. là, pour le coup, elle est totalement legit, en fait, à défendre sa ceinture. Enfin, tu vois, avoir le calibre championne dans cette catégorie-là. En tout cas, Cassata, comme je le disais tout à l'heure, il a été très lucide sur le combat et surtout sur sa responsabilité dans ce combat-là. D'ailleurs, il le dit, c'est la seule citation que je vais faire, mais mon rôle, je l'ai toujours dit, c'est celui du head coach. Ta mission, c'est d'anticiper les moments clés, les séquences, les distances, les zones dans lesquelles ça va se jouer. Et là-dessus, il a donc des satisfactions et des insatisfactions. Les satisfactions, c'est sur le clinch tie, où Manon a dominé comme il dit, une femme qui était 17 fois championne du monde dans la discipline. Donc ça, c'est sa grosse satisfaction. Dans les insatisfactions, il y a l'entrée. Alors c'est pas le premier round en tant que tel, mais c'est l'entrée dans le premier round. Et c'est vrai que quand on revoit le combat, même en première lecture, tu sais, je sais pas toi ce que ça t'a fait, mais moi je me suis dit putain, elle est pas dedans. Tu sais, Bah si, dans mais le début du premier round. on l'a dit dans l'analyse, et pour moi, c'est vraiment clairement un tournant du combat. Parce que psychologiquement, tu sens qu'elle prend un coup. Alors, il arrive Ouais. à la remobiliser tout de suite, 32, mais, euh, mais le premier round, il est quand même super important. Oui, oui, mais cette entrée, tu vois, dès le début, les premiers échanges et tout ça, tu sens qu'elle est timide, Ouais, tu vois, dans l'entrée. Après, en fait, comme il dit, c'est la découverte d'un combat de championnat pour elle par rapport à une Valentina qui est rompue à l'exercice et ça a forcément joué. Après, il y a la préparation pour une adversaire qui était censée reculer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il a analysé à l'avance. C'était que 90% du temps, elle reculait. ouais, Puis là, elle est c'est restée vrai. statique. Elle a fait du Et que statique. c'est ça. Et s'il avait anticipé ça, bah, il aurait pris des sparring type combattantes du Lumpini ou du Rajam Demnern. Tu sais, pour avoir des combattantes justement box taille très très statiques qui Ancré t'attendent dans et le qui te sol, ouais. contrent. C'est ça. Donc une adaptation qui n'a pas été assez, enfin ce sujet justement assez fluide à la fin du round 1. Alors après, comme il dit, c'est une réalité, les conseils qu'il a donnés ont permis quand même de remporter le round 2, le round 3 et ensuite de perdre le round 4 et le round 5. Il dit qu'il y a des faits qui ont joué je dis tout et puis après comme ça on en parlera. Il y a des joueurs qui ont joué en leur défaveur, le cri du public, le coup de pierre tourné qui ne touche pas Manon mais qui déséquilibre et derrière Valentina qui gagne le round. Un round que Manon ne menait pas mais qu'elle aurait pu aller chercher en mettant une accélération. Puis la ceinture arrière dans le dos dans le round 5 qu'elle n'a pas réussi sur laquelle elle n'a pas réussi à capitaliser. Donc il dit il y a des regrets attends, il y a des regrets, il s'en veut, pardon. Et en fait de perdre sur un 48-47 parce que là-dessus, quand c'est un 48-47 avec un juge qui donne le round 5 à Valentina, il dit il y a des responsabilités technico-tactiques et ça c'est de sa faute. Il va pas se cacher. Il dit c'est plus frustrant de perdre comme ça que de perdre sur un KO ou une soumission. C'est vrai, Je suis d'accord. c'est Je vrai. suis d'accord. Ah, complètement. Ça, c'est sûr. En tant que combattant, c'est sûr. Ouais. Bah, écoute, moi, tout ce que je vois, c'est que, bah, comme tu l'as dit, déjà, c'est très lucide. Et ça présage vraiment du bon. Parce qu'il y a Mhm. plein de coachs ou de combattants qui se cherchent des excuses ou autres. Là, l'analyse qu'il fait, honnêtement, elle est parfaite, son analyse, hein. Ce qui veut dire que les réglages seront faits. Il cherche pas Mhm. de, il cherche pas de, il cherche pas d'excuses, il cherche pas à minimiser sa partie. Pour moi, c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment confiant sur la suite. Même en cas de revanche, je suis vraiment confiant. Ouais, je suis d'accord. Il parle aussi de des feintes, qu'elle aurait pu plus feinter, tu sais, et moins rentrer comme ça en première intention.
Non, c'est vrai, mais c'est bien, mais ça c'est en fait ça c'est à l'image de ce qu'on avait déjà vu, tu vois, c'est quelqu'un qui essaye en tout cas de laisser le minimum de part à la découverte, tu sais dans ses combats, dans les combats qu'il prépare. Tu vois, il analyse vraiment les adversaires et surtout un peu comme à l'image d'un Nicolas Hoth, tu sais qu'il va trouver les sparring les plus adaptés à l'adversaire qui vient juste après. Donc ça c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. C'est un peu une recherche de travail comme c'est fait aux États-Unis ou ailleurs, tu vois, vraiment avec cette lucidité, tu vois Ouais, alors tu de vois, de c'est une très bonne chose. Excuse-moi, je te coupe parce que je qu'en tête. C'est vas-y, une vas-y. très bonne chose, mais par contre, ça laisse peu de place à l'imprévu, comme ça a été le cas là. Tu vois, il suffit d'une erreur où justement il a pas calculé le fait Hum, qu'elle pouvait rester sur place, et dans ce cas-là, t'es pas du tout préparé à ça. hum, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors en même temps, oui et non parce que tu vois que quand même il y a un réajustement, tu vois, dans la tactique entre le round 1 et le round 2. Tu vois, c'est juste que cet ajustement n'a pas permis de vraiment creuser l'écart. Ça a permis de rester au niveau mais pas de creuser l'écart. Mais il y a eu quand même une adaptation qui s'est fait Oui, avec la il y lutte et avait l'anglaise. c'est vrai. C'est Ouais. ça. En fait, tu peux pas tout prévoir. Le truc, c'est que dans le MMA, c'est tellement incertain que tu peux pas tout prévoir. Et ça, c'est vrai que par contre, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. En fait, quand tu sais, quand il dit elle était prête déjà à toutes les éventualités, c'est-à-dire à gagner comme perdre, c'est-à-dire que c'était déjà préparé mentalement à l'avance. Ça, c'est une bonne chose. Il faut le faire parce que c'est pas une fois que c'est arrivé et que c'est là que qu'il faut en parler. Faut en parler en amont. Tu sais, dans la préparation mentale, t'as toujours le et si. Tu vois, pour et si ça se passe pas bien, et si tu perds, et si tu vois, faut voir tous ces cas de figure là. Mais à la fois tu donc t'as quand même dans d'un point de vue technico-tactique là comme il dit, t'as toujours des incertitudes. T'as toujours des incertitudes parce que tu sais pas ce que l'adversaire aussi prépare pour toi. C'est ça? C'est ça le truc. C'est Ouais. ça le truc. Là, il a borné en fait, il a quand même borné pas mal de cas de figure. Tu sais, avec un gros sol, avec des combattantes au tie clinch, avec des combattantes qui reculaient, en fait, il manquait juste une case à cocher, c'était le côté statique. Mais ça, effectivement, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir à l'avance. Ouais, mais surtout quand tu tombes sur ce type de profil qui peut tout faire. Mhm. Tu vois, à ce niveau-là, c'est tellement complet que ça peut tout faire. Elle aurait pu venir avec une stratégie full lutte, Valentina. C'est une option. Elle aurait pu se dire, Bien je sûr. viens que pour lutter. Donc oui, t'as Mais ça, je tellement pense que c'était prévu. Tu vois, ça, je pense qu'ils ouais, l'avaient prévu. je Parce qu'ils pense ont que fait c'était venir prévu. des combattants de jiu-jitsu brésilien et tout ça, tu vois. Donc ça, je pense que c'était prévu. Ouais. Donc ouais, t'as vraiment trop de données à prendre en compte. Mais non, bah, pour revenir sur son analyse, elle est parfaite. Mais tu vois, un élément, par exemple, qu'ils avaient pas, ou pas pensé, forcément, parce que, tu sais, il fallait y penser, c'est que Valentina s'est entraînée toute sa carrière avec sa sœur, qui est du profil de Manon Fiorot. Tu vois, plus grande, avec des très bonnes jambes et tout ça, et que finalement, en gauchère, enfin, tu vois, tu sais, donc qu'elle était donc armée déjà, de par tout ce qu'elle a vécu camp après camp, année après année avec sa sœur. Tu vois, ça, tu peux pas forcément l'anticiper. Parce que tu vois ce qui se passe dans la cage, mais à l'extérieur de la cage, tu sais, tu penses pas forcément, ah ouais, attends. Parce que je crois qu'elle s'est entraînée avec sa sœur. Tu vois, ça c'est le genre de truc, tu peux pas le savoir. Donc déjà, ça, tu le Bah, découvres le jour si J. tu le sais qu'elle s'est entraînée avec sa sœur. Ouais, Après, mais est-ce que t'y est-ce que penses t'y en penses? première Ouais, intention? C'est ça ça, c'est autre c'est chose. ça. Parce que ce que tu fais, le truc tout bête, hein, de toute façon, c'est ce qu'on fait tous. Tu prépares un adversaire, tu regardes les Tu vidéos regardes de ses ses combats. combats, et tu penses pas forcément au sparring qu'elle a à l'entraînement. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc ouais, non, c'est pour ça, c'est compliqué. Mais bon, effectivement, le travail, il est déjà, enfin, elle est déjà de retour au travail, de toute façon. Et ce que j'aime, c'est que tu sens, tu sais, elle a montré, déjà, tu le vois dans les documentaires qu'on a vus sur elle, les films qui ont été faits par RMC et tout ça, que c'était quand même une sportive de haut niveau, quelle que soit la discipline. Bien Elle a un sûr. mental de sportif de haut niveau. Mais vraiment, tu sais. Et donc, ouais, elle va avoir à cœur de progresser. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir le prochain combat, de voir justement les ajustements, les adaptations qu'il y aura de fait pour le prochain fight. Parce que je suis presque sûr qu'on retrouvera, bien sûr, du Manon, elle fera ce qu'elle fait, mais je pense qu'il y aura encore des ajustements et des adaptations et qu'il y aura encore des choses un peu plus différentes.
Moi, je sens bien le combat contre la Brésilienne arriver, hein. Celle qui était sur la même carte, là. Avec les gros kicks, là. Moi, je vois bien ce combat arriver, Ouais, hein. c'est vrai. Bah, c'est en fait si Valentina elle combat contre Weili Zhang, Contre admettons, Weili, ouais. c'est vrai que c'est le combat qui fait le plus de sens. Alors attends, je regarde ce qu'il y a. Manon Fiorot. Ouais, parce que Natalia Silva là, c'est la numéro un. Voilà, elle est passée numéro un. Tu vois. Et En fait, pour c'est moi, soit c'est trop tôt pour Silva de lui donner un combat pour la ceinture, c'est trop tôt. ouais. Et celle qui gagne reprend sa chance au titre. Ouais, je suis d'accord. Effectivement. De toute façon, c'est soit ça, soit Grasso. Ouais, ouais. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Écoute, de ce que j'ai vu de Grasso, là, pour moi, Manon, elle lui roule dessus, hein. Ou alors, ou alors, si tu vois, ils veulent pas faire trop attendre Valentina, qui est quand même, et que s'il y a pas le combat contre Weili Zhang, tu vois, si ça s'organise pas, ils font Natalia Silva contre Valentina et ils font Grasso contre Grasso Fiorot. contre Fiorot. Ouais. Ouais, c'est ce qui fait sens. À voir. Suite au prochain épisode. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous voyez pour la suite pour Manon. Donc comme ça on saura quels sont vos plans à vous. En tout cas, potentiellement, là, ils veulent la faire revenir rapidement, donc pourquoi pas l'UFC Paris. C'est pas la seule, d'ailleurs, qui potentiellement pourrait combattre à l'UFC Paris, puisque Gamrot veut BSD, justement, à Paris. Ça fait suite au short notice que BSD a dû avoir à l'UFC 315, où Gamrot s'était proposé pour soi-disant, et que soi-disant BSD l'avait refusé. Depuis, BSD a remporté son combat contre Prepolek, donc par KO. Si je me trompe pas. Attends, j'ai un trou. Ouais, c'est un KO. Oui, c'est un KO. Non, c'est un KO ou une soumission? Non, c'est un KO. Non, c'est un bras Au tête. deuxième round. Bras tête. Oui, c'est une soumission. Oui, c'est une soumission. C'est un bras-tête. Oui, c'est une soumission. Ouais, j'ai eu un blackout là. J'ai complètement effacé le combat. Il lui a mis un bras-tête, effectivement, Katagatame, dans de la demi-garde au-dessus. Oui, c'est ça. Contre Prepolek, effectivement. Et derrière, il a call out Gamrot pour dans 3 semaines à l'époque. Donc voilà. Et il y a Gamrot qui s'est confié à Ariel Elwani qui a dit j'ai des messages sur mon téléphone parce que il y a eu du bif entre les deux en disant oui non je l'ai pas refusé, c'est lui qui mitonne, patati patala, enfin les trucs habituels. Et donc lui dit j'ai des messages sur mon téléphone prouvant que l'UFC m'a appelé. Alors, j'ai des messages sur mon téléphone prouvant que l'UFC m'a appelé. C'est, tu sais, c'est toujours, c'est des messages ou c'est comment? Sean Shelby m'a demandé si je pouvais être remplaçant pour le combat, mais il a dit non. Donc quand il dit ça, je pense qu'il parle de BSD. J'ai entendu dire que l'UFC revenait en France en septembre. Ce serait une belle opportunité, main event BSD en 5 rounds. En sachant que Gamrot doit se battre le 31 mai là à l'UFC Vegas en co-main event de l'UFC Vegas contre Ludovic Klein. Donc c'est possible, ça, dans le timing ça va, de mai à septembre, Ouais, largement. c'est plus que possible. Et puis en plus, c'est un Européen, Gamrot, donc il attire aussi un public européen qui peut se déplacer à l'UFC Paris. Et Mhm. ça reste un très gros nom, Gamrot. Moi, ce combat-là, tu peux le mettre en main event, clairement, de l'UFC Paris, hein. Tu peux le mettre en main event clairement de l'UFC Paris. Après, ça dépendra de Cyril Gane, ça dépendra de Ça Manon dépend des autres Fiorot. En noms, fait, ça dépendra évidemment. de qui vont mettre sur cette carte. Mais en main ou en co-main, ouais, c'est vrai que ça passe. En tout cas, on a le choix du roi. Enfin, vraiment pour le coup, que ça soit effectivement Gane, BSD ou Manon Fiorot, tu vois, on a de quoi se mettre sous la dent, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est une bonne chose, je trouve, que si ça se fait à l'UFC Paris, parce que ça laisse du temps. Ça laisse du temps de faire une vraie prépa, parce que pour moi, c'était suicidaire de prendre Gamrot en 3 semaines. Là, Mhm. c'était vraiment pas optimal. Donc non, c'est bien. C'est bien de rebondir sur un adversaire qui est très fort sans être dangereux. Tu vois, ça veut dire qu'il peut t'annuler, il peut te battre, mais en Mhm. termes de dégâts, en termes de dangerosité, tu vois, de est-ce qu'il va te faire mal ou non, j'ai pas de crainte sur ça. Par contre, on peut vraiment se retrouver avec un Gamrot qui annule Benoît Saint-Denis sur 5 rounds et qui le traîne au sol. Ça, Est-ce c'est qu'il est- ouais. oui. Est-ce que c'est pas pire?
de se faire rouler dessus sur 5 rounds. Parce qu'il a le cardio et la technique pour. Ouais. Maintenant, En fait, d'être encore une fois dominé, parce que qu'est-ce qui fait la superbe de Benoît Saint-Denis? C'est quoi? C'est le fait qu'il rentre à la bagarre et qu'il fait des grosses guerres. Si tu lui mets un mec qui vient et qui le contrôle, qui l'amène, qui le contrôle sur 5 rounds, en sachant qu'il aura sûrement pas le même pouvoir de scramble, tu sais qu'a un Tsaroukian, tu vois, pour Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est compliqué. Effectivement, alors oui, il va pas t'éteindre, il va pas te soumettre, mais ça peut être une longue soirée. Hein. T'imagines 50, 25 minutes où tu te fais dominer? alors sur ça, je suis d'accord. Maintenant, quand tu regardes les noms qui sont dans le top, ça reste le profil le plus prenable, je trouve. Ouais, ouais. Ouais, mais quand je te dis ça, en fait, c'est plus pour plus que de gagner ou de perdre, c'est sur le spectacle que tu vas mettre dans la cage. Parce que tu sais ce qui fait, en fait, Benoît Saint-Denis, je crois que pour l'UFC, pour l'instant en tout cas, c'est un nom qui fait parler de lui de par le côté guerre. Tu vois. En Mhm. plus, il joue beaucoup sur ce champ lexical. Là, il arrête pas de le dire. Il en a encore parlé sur chez Ariel Helwani, en disant oui, le soldat et le colonel ou le commandant ou je sais plus quel grade il a donné à Nicolas Hoth. Mais tu sais, parce qu'il parlait justement de sa relation avec Voirin, qui disait qu'il avait que déjà à cette époque-là, il avait pas de head coach. Ce qui est un peu, pour le coup, là, juste parenthèse, c'est un peu abusé. Tu vois, t'es en bif contre Daniel Voirin. Ok, votre relation, elle s'est mal finie. Ok, ce que tu veux, mais de là à dire que depuis le début, c'est pas ton head coach et il t'a pas drivé, qu'il t'a pas fait, enfin, tu sais, de game plan ou quoi que ce soit. Enfin, bon, là, c'est un peu trop. Tu sais, comme s'il était laissé à lui-même depuis toujours. Non, il faut peut-être pas abuser, tu vois, dans l'idée. C'est peut-être pas Ah, le meilleur, le plus adapté pour lui, mais bon, il était pas. Quand tu vois la différence entre le dernier combat avec Voirin, bon, même si c'était contre Poirier, où là ça commençait déjà, il l'écoutait plus, mais quand tu vois la différence, alors avec l'avant-dernier avec Voirin, et puis celui qui s'est passé contre Moïcano, quoi. Tu vois que c'est ouais, pas la même chose. ouais. C'est la guerre chez moi. Donc bon. Mais oui, ce combat contre Gamrot, effectivement, il m'intéresse. Ça se travaille, hein. Ça se travaille. C'est pas Gamrot, c'est pas non plus infranchissable, hein. Loin de là. Gamrot, tu peux l'annihiler aussi, hein. On l'a déjà vu se faire annihiler. Tu vois, un mec comme bon, qui a une très grosse lutte et un très gros sol, mais je me rappelle de son combat contre Dariush. Il l'avait complètement annihilé, Dariush. Il l'avait mis sous pression, alors il l'avait contré en lutte. Il l'avait contré au sol. Alors, je pense pas que Benoît Saint-Denis puisse faire ça. En tout cas, pas de cette manière. Mais tu peux lui C'est mettre ça. En fait, Gamrot, tu peux lui mettre le bouillon sur les phases debout. Avec le règlement actuel, sur des grosses accélérations de Benoît Saint-Denis, avec des dégâts, je pense que tu peux gagner tes rounds comme ça. Parce que Gamrot, il fait pas de dégâts au sol. Il a pas un contrôle extraordinaire parce que finalement tout le monde arrive à se relever. C'est juste qu'en fait, il arrête jamais, 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 jamais. Mais moi, je pense que tu peux gagner les rounds avec le dégât. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il boxe quand même, un Gamrot, hein. C'est une boxe simple, mais qui est pas dégueu non plus. Après, comparer ça avec Darius est quand même un tout autre niveau de sol que Benoît Saint-Denis. Là, faut le Ouais, reconnaître, hein. non, C'est ouais, pas bien du sûr, tout le bien même sûr. niveau. Donc oui, effectivement, c'était pas la même chose. Et puis en lutte aussi, tu vois. Non, je sais pas. Tu vois, Benoît Saint-Denis, pour moi, c'est un Darius avec un cran en dessous. Ouais, ouais. Ouais, je sais même pas si on peut les comparer. Non, le vrai combat qui faisait sens pour ma part, c'était contre Bahamondes. Ça, c'était un combat que je voulais voir pour encore confirmer un peu plus et avoir le temps de travailler avec Nicolas Hoth, etc. Malheureusement, Bahamondes, comme il est sur une bonne série, il est monté contre Fiziev. Je crois qu'il Ouais. est booké contre Fiziev. Et des Donc bouquets contre voilà. Fiziev. Ouais. Ouais, c'était vraiment le nom qui me parlait. Maintenant, dans tous les noms qui restent au-dessus, c'est celui que je préfère, Gamrot. Parce que je te dis, j'aurais pas voulu voir Benoît Saint-Denis, le Benoît Saint-Denis qu'on a vu là, contre un Fiziev, par exemple. Ouais, ouais, je suis d'accord. Trop poreux en boxe là pour l'instant. Et puis trop partir à la guerre sur la première frappe qu'il prend. Tu vois, Ah, il prend une frappe, il part à la guerre tu tout de peux suite. pas. Fiziev, tu peux pas partir à la guerre. C'est pas possible.
Fais voir un truc. Attends, je regarde un truc juste vite fait. Le Sherdog de Gamrot. Parce que c'est vrai que j'ai pas été voir. J'ai une question Gamrot, à l'UFC, il a 3 défaites ou 2 défaites? une question qui me brûle. Il a 3 défaites tout court. Il a 24 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'est par décision. Il y a un no contest. Et en victoire, il a 8 KO, 5 soumissions et 11 décisions. La dernière défaite qu'il a, c'est contre Dan Hooker, en split decision. Donc, Bah, tu vois, je me rappelle de ce combat. Je vois bien Benoît Saint-Denis être capable de faire un combat dans ce style-là. c'est Tu pas te le même niveau rappelles? striking entre les deux. C'est pas le même niveau de striking, mais dans la violence qu'il ramène, il peut, je te dis, scorer les rounds, parce que c'est une décision qu'il prend au cœur. Il le finit pas. C'est une décision qu'il prend et quand, enfin, comme toute split decision, de toute façon, elle pouvait passer d'un côté comme de l'autre, Mais je effectivement. vois Benoît Saint-Denis meilleur au sol que Hooker. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, c'est vrai que sinon sa dernière défaite c'était contre Ben Eldariush, décision unanime à l'UFC 280 en 2022. Parce qu'après sinon il a gagné attends, Jalil Turner, Fiziev, il s'était blessé au genou et Rafael Dos Anjos. Et avant ça, il gagne contre Tsaroukian, il gagne contre Diego Ferreira, Jeremy Stephen, Scott Holtzman et il perd c'était en 2020, Son il perd tous premier les 2 ans. combat. L'homme perd tous les 2 ans. Son premier combat contre Kuta Teladze, non? Kuta Teladze, exactement. Ouais. Ouais. Et avant, il était au KSW où là, il a enchaîné toutes les victoires. Donc, ouais, il perd tous les 2 ans, tu vois. 2020, 2022, il a perdu en 2024. Et on n'est pas en 2026. Faut faire gaffe, on n'est pas en 2026. Donc ouais. Écoute, je sais pas. En tout cas, ça m'intrigue. Pour moi, c'est un gros test parce que Gamrot, on va pas se mentir, c'est quand même quelqu'un qui était aux portes du titre. C'est juste que l'UFC, on le sait, on l'a déjà dit, hein, l'a pas du tout respecté et donc la faire descendre petit à petit. Mais quand tu vois les noms qu'il a accrochés, il pouvait quand même prétendre à avoir une chance au titre. Écoute, pour le coup, je pense que s'ils le font, c'est un gros cadeau qu'ils font, enfin un cadeau qui peut ne pas être un cadeau. Mais pour Benoît Saint-Denis, c'est pas un gros risque en fait pour l'UFC. C'est-à-dire que Benoît Saint-Denis, il est classé combien là? Il est Je classé sais pas. combien BSD? Parce qu'il faut toujours penser au calcul de l'UFC. Il doit être quoi, de 13, 12? Il est dans le top 15, il est pas dans le top 10 déjà. Alors attends, la KT c'est les 70. Donc Benoît Saint-Denis il est 13. Ouais, c'est ça. D'accord. Gamrot, il est 7. Donc ça va pas faire gagner Gamrot en place, tu vois, en Gamrot, classement. il est 7. Ok. D'accord? Non, ça va pas lui Donc faire gagner au classement, mais il sait très bien que, s'il gagne, s'il gagne contre BSD, attends, je vais au bout du raisonnement. S'il gagne contre BSD, de toute façon, son évolution dans le classement, ça bougera pas plus que ça. Donc t'es pas dans une posture où après derrière tu te dis ouais, bah, t'as eu ce combat-là, ok, t'as une chance au titre. Tu vois, donc ils peuvent laisser Gamrot loin du titre comme ils ont l'habitude de le faire. Si BSD il gagne, il rentre tout de suite dans le top 10. Et là, lui, par contre, ils peuvent le propulser un peu plus haut. Tu vois, lui refaire un Hmm. run dans la ceinture parce qu'il croit quand même en BSD. Donc, c'est un cadeau fait par l'UFC, si jamais il le lui donne. Et à la fois, c'est pas forcément un cadeau, entre guillemets, fait à Gamrot. Tu vois, Ah Gamrot, non. il le prendrait parce qu'il a envie de l'affronter, mais parce qu'il a conscience aussi qu'autour de lui, bah c'est un peu les bouchons, donc il a besoin d'avoir un autre combat, parce que c'est ça aussi, hein. Max Holloway, Justin Gage, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan. Tu vois, c'est des gens comme ça qui peuvent, tu peux pas y accéder pour l'instant. Gamrot, Donc il a tu vas compris. chercher. Gamrot, il a compris que jouer le titre, c'est une vérité, hein, jouer le titre avec son style, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc là, il a besoin de faire des combats qui lui apportent une visibilité. Prendre C'est ça. Benoît Saint-Denis, à Paris en plus, c'est une grosse visibilité. C'est ça. C'est ça. Et surtout que, mine de rien, Poirier, après son combat contre BSD, a une chance au titre. Lui, pour le coup. Ouais, oui, c'est Mais vrai. ça n'arrivera pas pour Gamrot. Ça n'arrivera Et pas pour au-delà de Gamrot. ça, Gamrot, il sait très bien que de toute façon, c'est ce profil de combattant où tous les noms qu'il va demander qui sont devant lui vont le refuser. Ils vont dire non, je regarde pas derrière. Mais parce qu'ils savent très bien que c'est un combat bourbier, Gamrot. Et c'est ça.
Gamrot, c'est comme ça. tu l'as dit, il perd que par décision. Souvent des décisions partagées, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Tu peux pas, c'est pas le genre de combattant que tu peux prendre à la légère. Ouais, c'est pour ça. Effectivement, il faut du temps. Il faut bien le préparer. C'est bien de l'appeler, mais en soi, c'est compliqué. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que effectivement, moi, ma plus grosse crainte pour Gann, pardon, je suis déjà sur l'actu d'après. Sur BSD, c'est son menton qui me fait peur. Mais je pense que c'est valable pour toi aussi. Tu sens que sur certaines frappes, il est un peu électrisé et qu'avec un Gamrot, t'as un peu moins peur. Faut pas non plus sous-estimer Gamrot, hein, mais Hmm. t'as un peu moins peur. Ouais, c'est Tu dis ça. qu'il peut s'installer sur le reste de son jeu, tu vois, sans prendre trop de risques. Hmm. Donc bon, à voir. Mais bon, on signe. Un combat comme ça, on prend. À l'UFC Paris, on prend. Ah, Franchement, avec plaisir. t'as la certitude en tout cas qu'il va se passer des choses. Tu vois, parce que quand on disait tout à l'heure, il peut annihiler BSD, il va pas le maintenir au sol. C'est ça. C'est pas que C'est le pour ça maintenir que au sol. c'est C'est qu'il va ça. Gamrot, travailler. c'est beaucoup de scramble, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que C'est ça. même si on a un combat full grapp avec un Gamrot qui shoot en permanence, ça sera du beau grappling. C'est ça. Donc bon, à voir. À voir. On enchaîne Ouais. avec un autre combattant qui potentiellement pourrait être à l'UFC Paris, même si c'est pas fait, c'est pas dit. C'est Gann qui évoque la suite pour lui et sa retraite. Et la suite, en fait, elle est pleine d'incertitudes. Il dit la suite, c'est que si ça prend trop de temps, encore une fois, je vais lever la main, prendre un combat au pied levé, comme il l'a fait contre John Jones. Moi, ça m'embête de faire des 15 mois sans rien. C'est pas quelque chose que j'aime. Personnellement, dans l'expérience, on est des combattants. C'est ce qui fait notre revenu. C'est quand on combat. Pardon. Ce qui fait notre compé, c'est quand on combat. Et puis on s'entraîne. Quand tu t'entraînes, dur, tu as envie de combattre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc on attend un petit peu. Ça nous permet aussi de peaufiner. On sort de blessures, mine de rien. Donc on n'est pas archi pressé, mais on est dans le dur depuis quelques temps. D'ailleurs, si on parle de son adversaire avec lequel il tourne en ce moment, effectivement, il se met dans le dur. On verra bien. J'ai vraiment aucune intuition de savoir qui ils vont me mettre. Pas du tout. Je suis au courant de rien. On verra. Voilà. C'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué cette situation parce que tu sais, on pensait que lui avait parce qu'il parlait de retour, on pensait qu'il avait des infos en off, mais visiblement cette KT des lourds est pleine d'incertitudes. C'est vraiment très compliqué. Ouais, bah ça colle avec ce qu'on a dit sur le dernier épisode. On va pas se répéter, hein. Cette KT, elle est Mm. complètement bouchée. Complètement bouché. Il va être, comme il l'a dit, être amené à accepter finalement un combat qui va, en termes de classement, etc., qui va rien lui apporter. Là, tu vas combattre uniquement pour le côté financier finalement, parce que t'as pas le choix de toute façon. Faut bien vivre. Pour le côté financier, bon après je pense qu'il a pas besoin de ça parce qu'il a fait ses films et tout ça, donc je Non mais pense qu'il a touché des petits billets, mais c'est le côté financier, c'est surtout tu sais savoir pourquoi tu t'entraînes. Moi je pense que c'est plus ça oui, parce c'est qu'il le ça. dit, tu vois. T'es dans le Savoir dur pourquoi tu et t'entraînes. t'as besoin de savoir pourquoi tu t'entraînes et d'aller dans la cage pour mettre en application quoi. Oui, et puis rester dans l'actualité. C'est aussi ça qui est important pour un combattant. Il faut qu'on te voit au bout d'un moment. Il faut qu'on te voit combattre. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que là on le voit sur des phases d'entraînement, j'ai pas le nom du mec avec qui il s'entraîne là, mais l'espèce C'est de Dave. de Golgoth là. Dave. Bah, tu l'as vu Non, au Dave Grappling Challenge. c'est un Suédois Non, c'est blond pas lui. qui C'est pas lui. Tu l'as vu au Grappling Challenger parce qu'il coachait mon élève. C'est son pote. C'est le pote de mon élève qui combattait au Grappling Challenger. D'accord. C'est un monstre. C'est un Ouais. monstre. Il a C'est un monstre 21 ans ou physique et 22 puis ans. T'imagines? d'accord. Ouais. Encore une belle signature de Monsieur Fernand Lopez. Ouais, il a signé à l'ARES Euh, d'ailleurs. ouais. Il s'entraîne aussi. Je l'ai vu s'entraîner il y a pas MK Team. longtemps MK à la Team, MK Team. bah, il est Ouais. depuis toujours là-bas. Ça, c'est un mec du Ouais. sol. Ouais. Ah mais il est bon au sol, hein. Mais il est Très 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 bon au très sol, bon. hein. Très très bon au sol. D'ailleurs, il joue avec Cyril Gann. Non, c'est un monstre au sol. T'as figé. Ouais, je te disais, c'est un monstre au sol.
Ouais, non, non, il joue avec Cyril Gane, c'est un truc de dingue sur la vidéo. Je sais pas si t'as vu la vidéo, ils s'entraînent tous les deux. J'ai vu. Donc tu vois pas tout, mais c'est vrai que en lutte et au sol, c'est compliqué. Alors après, tu vois, ça reste du MMA normalement, et c'est pas que du sol, et puis là, il y a vraiment un écart de physique qui est impressionnant, parce que Gane déjà, c'est pas le plus petit physique de la catégorie, tu vois, mais lui, c'est encore un autre animal, hein. C'est Bah, il encore doit un autre cutter, animal. là, s'il veut descendre en lourd. Je crois qu'il a 125. Ouais, ouais. Oh, 5 petits kilos, ça se fait. Il a un peu de gras sur les poignées d'amour. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas voilà, il parle de tu sais de lever la main et de prendre des short notice. Ouais, je sais pas qui pourrait lui mettre dans les pattes, mais c'est vrai que pour l'instant en fait, je pense que quand il parle de ça, je pense qu'il parle d'un éventuel combat au dernier moment contre un Aspinal. Tu vois, je pense que c'est de ça dont il fait tu vois, si jamais ça se présente, si jamais ils disent bon allez go, Aspinal on fait un combat, ce que je pense pas, hein. Je pense vraiment pas parce qu'il y a vraiment, tu sais, là, tout le monde parle du côté de la guerre psychologique qu'est en train de mettre en place John Jones, qui lui dit que en fait il a donné ses considérations et que c'est l'UFC qui fait pas son taf et qui donne pas les infos, alors que lui, pour lui, tout est bouclé, tout est acté, tout est, tu vois. En même temps, il est là, il te sort des trucs comme quoi, oui, c'est fini, il est pas sûr qu'il reviendra. En même temps, tu sais, il y a plein de trucs qu'il est en train de lancer. Il est en train de faire une guerre psychologique à Thomas Spinal, qui dit de lui-même que ça l'impacte, tu vois, qui dit que ça commence à l'épuiser psychiquement, tu vois, d'avoir ce temps d'attente. C'est c'est assez enfin moi je pense sincèrement qu'il y a de ça, hein, que vraiment il met toutes ses chances de son côté en mettant en faisant une guerre psychologique à Thomas Spinal, alors qu'on sait tous qu'ils vont combattre au Madison Square Garden. En tout cas, que s'il y a une date qui sera actée, ça sera celle-là. Maintenant c'est bon, tout le monde l'a acté. Je pense que l'UFC l'a acté parce qu'il parle d'un combat qui va se faire en 2025. Dana White l'a redit encore cette semaine à un mec qui l'a interviewé dans la rue. Donc c'est cette date qui va sortir, mais mine de rien, maintenant qu'en fait, là où c'est très fort, parce que c'est Daniel Cormier hein, qui disait ça, qu'il était très fort pour prendre l'ascendant psychologique sur ses adversaires Hmm. et ce qu'il avait fait avec lui. Tu sais, maintenant que la date, elle est plutôt actée, il rentre sur un autre, t'as vu, deuxième sphère, c'est deuxième attaque, deuxième phase. Ouais, je suis pas sûr de combattre, peut-être que je vais prendre ma retraite. Tu vois, c'est quand même fou. Et en fait, c'est là où je me dis, si c'est le cas, enfin, ça a l'air d'être le cas, c'est fort. Même si ça fait chier tout le monde, même si ça fait chier le public, même si on est là, on est saoulé et tout ça, c'est quand même fort. Tu vois, d'arriver et de sortir, de sortir ça, tu vois. Au début, tu le laisses traîner, tu sais pas quand est-ce que sera la date. Là, la date, elle commence à se peaufiner, on commence tous à comprendre quand est-ce que ça va se faire. Oui, en fait, je suis pas sûr que je vais revenir. Alors, je pense que je vais prendre ma retraite. Je vis ma meilleure vie, je suis bien, tu vois. Et en Le mec fait, a autant de t'es là, vis, il a autant de vis dans la cage qu'en dehors. c'est ça. On l'a toujours su. Ouais. Mais en tout cas, Cyril Gane, pour revenir au sujet principal, si Gane combat, plus il n'y a pas de renouveau dans cette KT, donc ce sera forcément une revanche. En fait, le plus logique aurait été, s'ils font pas combattre à Spinal pour la ceinture intérimaire, ce qui aurait été logique, ça aurait été de réorganiser la belle contre Volkov, pour mettre les choses au clair. Enfin, la belle. Pour qu'il y ait la belle, faut qu'il y ait une revanche qui a été Oui, non, gagnée enfin, tu sais, voilà. mais Mais je vois tu ce m'as que tu veux dire, compris. je vois ce que On est tu veux parti dire. Non, non, je t'ai compris. sur une décision litigieuse sur le deuxième. Voilà. Voilà, tu fais le troisième combat pour mettre les choses au clair. Oui, oui, non, mais je le dis pour ceux qui n'auraient pas tous les tenants et les aboutissants, tu vois, parce que je vois encore je voyais déjà les commentaires dire, mais attends, pour qu'il y ait une belle, justement, il faut qu'il y en ait un qui ait gagné de chaque côté. Non, 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 oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ou alors ils parlent de faire monter, enfin, ou alors ils veulent faire monter un autre profil, mais j'ai du mal à y croire. Tu vois, que ça soit, comment il s'appelle? Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de cette KT en dehors de Jones et d'Aspinal que j'en oublie les noms. Comment il s'appelle le poids lourd qui est très bon au sol? Almeida? Euh, Almeida, mais j'y crois pas. Ouais, mais j'y crois pas non Euh, plus. Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que t'as dit après. ouais, Après c'est toi, Almeida. t'as dit ouais, mais, Ah non, non. Je te dis ouais, non, je te dis ouais, mais j'y crois pas non plus. ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais, j'y crois pas non plus, ouais, j'y crois pas non plus. Ouais, pour le coup, j'y crois pas. Je les vois pas vouloir faire monter Almeida. Et quant
à Blades, tu vois, c'est pareil, il a eu sa chance au titre, j'ai du mal à voir l'UFC le caler face à Gann. Non, je pense qu'ils vont soit lui, si encore, même pas, tu sais, j'allais dire le mettre ça y est, j'ai tous les, attends, j'ai trop de mémoire là. Ça fait trop longtemps qu'on Pavlovich. n'a pas parlé de Pavlovich, même là, il est sur une défaite encore une fois. Non, il est sur une victoire, Pavlovich. Il a battu Rosenstruck dans un Ah combat oui, 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 dégueulasse. oui. Oh, ouais, bah c'est pour ça que je l'ai oublié celui-là aussi. Moi, j'étais resté sur Volkov. Oui, c'est vrai, contre Pavlovich, ouais, au pire, ouais, contre Pavlovich. Non, le seul combat qui fait sens là, effectivement, c'est encore une fois Volkov. Mais est-ce que ça vend? Déjà que sur le papier, ça vendait pas de ouf. Mais alors là, un troisième Non, mais affrontement, est-ce que ça tu, vend tu, véritablement? tu, tu dis, est-ce que ça avance? Tu le fais sur un Fight Night, tu le fais à Paris. De toute façon, il n'y a pas de pay-per-view, donc c'est le guichet. Et le fait d'avoir Cyril Gane qui combat, tu sais très bien que ça ramène du monde, de toute façon. Ouais, ouais. Ouais, t'as raison. T'as raison. Je suis d'accord. Ouais, ouais, vivement que ça se décante quand même. C'est vivement la fin d'année là que ce dernier combat se fasse et puis qu'on passe à autre chose. Tu vois vraiment qu'on reparte sur une KT plus claire et je pense enfin j'allais dire non, je pense qu'elle va se relancer mais non parce qu'il n'y a pas de renouveau mais Non, mais dans cette la KT KT, mais bon. depuis toujours, de toute façon, cette KT, honnêtement, on parle de catégorie reine, ça fait bien longtemps qu'elle fait pas rêver, la catégorie des poids lourds. Ouais. Il y a eu quand même, il y Ouais, a je suis eu, d'accord. ben, finalement, la montée de Cyril Gane, de Thomas Pinal, etc. Il y avait une excitation parce que c'était les poids lourds nouvelle Mm. génération, ça bougeait bien, etc. Il y avait plein d'espoir. Puis là, on se retrouve encore bloqué. J'ai l'impression que cette KT, elle est un peu maudite, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, il évoque aussi sa retraite. Enfin, sa retraite. On lui pose la question sur sa retraite. Il dit, je me dis, j'ai 35 ans. Pour être très honnête, j'ai 35 ans. Quand j'ai commencé le MMA à 28 ans, quand j'ai commencé le MMA et que j'ai commencé ma carrière et très vite, attends, et que j'ai commencé ma carrière et très vite j'étais à l'UFC. Au bout d'un an, putain, c'est un truc de ouf. Au bout d'un an et quelques, on me posait la question. C'est toujours un problème avec la lecture. Je sais pas lire, je suis cotorette. À quel âge il arrêtera? Je répondais 35-36 ans. Je ne savais pas trop en fait. Au final, très vite, on se retrouve à 35 ans. Ça se trouve là, je te dis que je veux encore faire un run de 2 ou 3 ans. Mais ça se trouve, tu vas me voir encore à 40 ans. On ne sait pas, c'est très dur. C'est des émotions, c'est des sentiments qui sont extrêmes. Si tu pratiques ce sport-là, et tu ne pourras jamais connaître ces émotions. Si tu ne pratiques pas ce sport-là, tu ne pourras jamais connaître ces émotions. J'ai un vrai problème aujourd'hui. Et je ne sais pas encore comment je serai le jour où j'arrêterai d'être sur le devant de la scène. Si j'arrive demain à faire autre chose pour gagner ma vie, et gagner ma vie autrement, comme je l'ai dit, c'est un sport très très dur. Je le ferai. Oui, je donnerai un âge mais au final, j'ai bugué, je bug. En Oh fait, là non mais là. je parle pas le Cyril Gann première langue. En fait, c'est ça le problème. Oui, je donnais un âge, mais au final, j'ai déjà atteint l'âge et je ne vais pas arrêter tout de suite. En fait, il avait Oh, dit c'était laborieux. il C'était avait parlé de laborieux. retraite à 35 ans. Tout Et à puis fait. arrivé à Que là, il a 35 35 ans, ans. il se rend compte qu'il peut pas s'arrêter. Voilà. Qu'il peut pas s'arrêter parce qu'il a pas envie. Parce que de toute façon, il est encore en pleine forme. Parce que pour un poids lourd 35 ans, ça reste C'est relativement jeune. jeune. Je pense même Hmm. que c'est là où tu flirtes avec ton prime. Là, voilà. En termes de maturité, etc., je pense que Cyril Gane, il a son prime. Là, malheureusement, le seul truc qui manque, c'est d'enchaîner les combats. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais même au-delà de ça, enfin, tu vois, Après, c'est juste tu te sens bien et que, les ouais, lourds, ils même au-delà combattent, d'enchaîner les combats, c'est, les lourds, ils combattent beaucoup moins que les autres KT, hein. Franchement, en lourd, si tu fais 2 combats par an, c'est déjà beaucoup, hein. Un combat par an, c'est déjà bien. Ça me choque pas à ce niveau-là, oui, là. Pour le top, vraiment le top, tu fais un combat par an déjà, c'est déjà ça. ouais, mais comme il a dit, il a commencé à 28 ans, tu vois, enfin, tu sais, on te pose toujours la question enfin, tu sais, quand t'as 28 ans, comme il a dit, au bout d'un an et quelques, on m'a posé la question, donc il avait 29, 30 ans, tu sais, on lui dit à quel âge t'arrêtes, tu sais pas, tu peux pas projeter, tu sais pas quel sera ton état de forme dans Mm. 4 ou 5 ans. Donc tu peux pas le dire tout de suite. C'est pas, là-dessus, y a pas de souci, donc bon, effectivement, c'est une question qui menait à rien. Aujourd'hui, on lui repose la question parce que je pense que les gens s'appuient sur le fait qu'il lui ait posé cette question et qu'il avait donné cet âge-là.
En vrai, sa réponse, c'est qu'il l'envisage pas. Tu vois, c'est le jour où il sentira. En vrai, aujourd'hui, avec plus de maturité, j'ai l'impression qu'il dit le jour où je le sentirai, je le Hmm. dirai, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Donc, rien d'autre à dire. Il n'y a pas de retraite en vue. On reste sur des Français, et cette fois-ci une qui ne combattra pas à l'UFC Paris, parce que je ne pense pas que dans le timing ça sera possible, c'est même sûr. C'est Nora Cornol qui va affronter Carol Rosa à l'UFC Vegas 168, 108, 168, 108, 108, pardon, l'UFC Vegas 108. Bah, vous chercherez. UFC Vegas au mois d'août. Voilà, c'est ça. Le 2 août, le 2 août prochain, j'ai très mal écrit. C'est une catastrophe. Donc, le 2 août prochain. Donc Nora qui vient de combattre en avril à l'UFC 314 en battant par soumission Hayley Cowan au deuxième round. Elle va affronter Rosa qui est classée 10 et Nora est classée 12 donc pour une entrée potentielle dans le top 10 si elle gagne. Carol Rosa c'est 18 victoires, c'est 4 KO, 2 soumissions, 12 décisions donc et 7 défaites, 2 soumissions et 5 décisions. Sa dernière défaite c'est contre la fille que Nora avait call out donc Ailin Perez. Donc elle avait perdu à la décision justement de la fois d'avant. Et puis voilà, en termes de gabarit, c'est à peu près la même chose. Hein. On a une Carole Rosa qui fait 1m65 pour une allonge de 171 cm et une Nora qui fait 1m70 pour une allonge de 170 cm. Elle, c'est facile de retenir. On sait que c'est les mêmes mesures. Donc voilà. Écoute, bonne nouvelle pour Ouais. Nora pour le coup. Ouais, c'est ce qu'on disait. Le profil est prenable. Ça reste un match intéressant. Il y a match des deux côtés, mais pour rentrer dans le top 10, je trouve que c'est un bon profil. Tu vois, on passe un step en termes d'adversité, mais il n'y a pas un écart de fou avec l'adversaire précédente. Ça monte progressivement. Tu vois, ça reste cohérent dans le choix des combats. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Un écart avec l'adversaire précédent, si, c'est pas le même niveau quand même que Cowan. Hein. Là pour le coup c'est un peu plus solide. Alors oui, c'est pas extraordinaire non plus, mais ça reste parce que quand elle perd contre des alors Aline Perez qui monte en flèche là, Norma Dumont, il y a le Dana, enfin tu vois contre quand même l'élite de la catégorie, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un style qui est un peu similaire, mais avec Ouais, beaucoup plus de réussite. ouais, je C'est-à-dire suis qu'en d'accord. boxe, elle boxe mieux, elle a un jeu de low kick qui est très fort. Et franchement, elle sape de dingue avec des bons setups, notamment crochet bras avant pour envoyer low kick jambe arrière. C'est pas mal. Très bonne lutte. Tu sais, j'ai vu ça parce que elles ont affronté toutes les deux Jocelyn Edwards. Donc Mm. le premier UFC Paris, enfin son premier combat à l'UFC, c'était contre Jocelyn Edwards. Et donc là, pour le coup, elles se sont aussi affrontées avec Carol Rosa. Et Carol Rosa, elle a roulé sur Jocelyn Edwards avec une belle boxe, tu vois déjà. Bah alors, en plus, elle a cette lucidité quand elle prend des brawls, tu sais, de Jocelyn Edwards, tu sais, elle recule, soit elle arrive à s'échapper, soit elle rentre au contact. Des bons takedowns, des bons crochetages pour arriver en plus dans des positions, dans des top positions pas mal. Tu sais quand elle colle à la cage, elle a su complètement annihiler aussi le l'Ushimata, tu sais de Edwards, Mm. donc elle est plutôt stable. J'ai vu aussi un combat d'elle contre qui c'était son dernier combat, bah contre Ailin Perez. Ailin Perez, elle gagne à la décision, mais parce que niveau de lutte, en fait Ailin Perez, elle a une excellente lutte et elle a su amener le combat sur ce domaine-là et donc dominer là. Mais ça reste quand même une combattante qui est pas facile de base. Tu vois, elle est complète. Elle est complète. Enfin, elle est pas dans le top 10 pour rien, quoi. Elle est complète et elle a une boxe qui est pas dégueu. Elle a un bon sol, des bons contrôles et des bonnes amenées au sol. Tu vois. Ouais, non, mais En fait, elle va pas faire une erreur comme Cowan. Tu sais, de se précipiter, non, d'envoyer mais tu vois. évidemment que c'est un cran au-dessus. Mais je trouve que le choix d'adversaire, il est cohérent. Je suis Tu d'accord vois, avec toi. c'est l'étape d'après. Voilà, on a validé Kowan, on passe à l'étape d'après. Et, et je reste confiant. Alors, faut plus que je l'analyse, parce que je l'ai pas, j'ai jeté un œil, tu vois. Mais le match m'intéresse. Après, bien sûr qu'il y a match. Nora, bonne boxeuse, gros physique. Parce que en fait, ce qui fait aussi beaucoup pour Nora, c'est énorme physique, tu vois, beaucoup de force.
Ouais. Donc, ou alors il faut être, si tu veux la battre, il faut être vraiment une strikeuse d'élite comme c'était le cas avec Calvacanti, tu vois, qui était très propre en boxe, tu vois. Maintenant, je suis curieux quand même de ce match-up là. Je suis quand même curieux de ce match-up là, ça m'intéresse. Je veux voir, ouais, je veux voir l'évolution. Tu vois, effectivement, sur le papier c'est prenable, mais attention, c'est pas un combat gagné d'avance, tu vois, Bah non, bien parce sûr que que non. Et c'est pour ça que c'est parce qu'elle sait intéressant. aller chercher les décisions. Tu vois, elle sait aller chercher les décisions, 12 décisions. Tu vois, c'est pas, tu vois, 12 décisions sur 18 combats, elle sait gagner à la décision. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est que c'est pas gagné d'avance. Sinon, il y aurait pas vraiment d'intérêt. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce step-là avant de prendre une Aline Perez qui est un style pour le coup, qui est pas du tout, tu vois, enfin, qui me fait un peu plus peur. Tu vois, avec beaucoup plus de lutte. Tu vois, et qui peut pourrir le combat en amenant sur chaque round, elle peut t'amener au sol, te contrôler avec un bon sol. Tu vois, et puis une boxe pas dégueu aussi. C'est un step. Voilà. Fallait ce step-là. Ouais, je suis d'accord. Donc ça, c'est le 2 août. C'est le 2 août. C'est le 2 août, C'est ok. le 2 août. Donc oui, Maintenant, peu de la grosse chance. question. Peu de chance d'être à l'UFC Paris. Bah, aucune même. Après, on Après, n'a on pas de sait date, hein, jamais, pour hein. l'UFC Paris, hein. Ouais, On n'a c'est pas de vrai, date. on sait jamais. Mais parce qu'on dit septembre, on n'est même pas sûr que ça soit en septembre. Tu vois, enfin, pour le coup, on n'a pas de date du tout, hein. Il y a pas de, en fait, quand on regarde bien, Dana White, il a juste dit, ouais, oui, oui, Il j'y a dit suis oui, jamais on va allé, venir. je vais y Ouais, retourner. ouais. C'est ça, mais quand, comment, tu vois, on sait pas. Si vraiment ça va se faire ou pas, en fait, on n'en sait rien du tout. Mais oui. Après, la question, et là, ça sera la grosse question, va-t-elle faire le poids? Ça aussi. Ça sera toujours l'incertitude, pour le coup. Bah, elle a fait le poids son dernier combat. Non? Bah Ah non. non. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Ouais. Donc, à voir. Parce que c'est ça qui, pour moi, son plus gros frein là dans son évolution, c'est ça, hein. Parce que tu sais, je regardais la fiche des deux combattantes, tu sais, et puis t'avais les bonus sur la fiche que j'ai trouvé, tu vois. Il y avait pas de bonus pour Nora, alors qu'elle a mis des KO et des soumissions et des trucs comme ça, mais en fait, c'est parce que, en fait, sur ces 4 combats, si je me trompe pas, il y a 4 combats pour l'instant. Il y en a 2 où ça s'est fait, où le poids n'a pas été fait. Alors, Mullins, c'est elle qui a demandé le fait Ah, enfin Mullins, sur elle le était fait pas qu'il y ait au poids. justement, voilà, elle était pas au poids. Et là, c'était Nora. Donc bon, à voir. À voir comment ça va se passer. On enchaîne avec Topuria, qui est cash sur la bataille entre lui et Islam. Donc il dit, vous savez, dès le début, il a voulu donner l'impression qu'il avait pris une décision. Il a également déclaré, il y a environ une semaine, mon passage au poids Walter n'a pas d'importance, parce que je n'ai pas l'intention de renoncer à mon titre. Et j'avais déjà dit que je n'étais pas passé au poids léger pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit, que c'était moi qui dirigeais. Alors, qui a obtenu gain de cause? Qui a fait ce qu'il a dit? C'est comme toujours, lui ou moi. Après ce combat, quand j'aurai la ceinture, il pourra faire la queue qui sera longue et les yeux de quelqu'un d'autre brilleront. J'aime bien cette expression. Et les yeux de quelqu'un d'autre brilleront. Écoute, on en parle parce que voilà, parce qu'il y a le clash entre les deux. Ça, on peut pas le savoir en fait. Si oui, effectivement, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire d'avoir le titre. Est-ce que Islam a lâché la ceinture? Est-ce que c'est du fait de Topuria ou est-ce que c'est parce que l'UFC a décidé aujourd'hui que les ceintures, il y aurait plus de double ceinture comme ça a été dit? Et dans ce cas-là, c'est cohérent parce que lui aussi a dû lâcher sa ceinture. Et ça, je pense Non, que si c'est le cas, il le sait. non, mais lui, c'est différent dans le sens où l'excuse qu'il donne pour monter, c'est je ne peux plus faire le poids. Donc à partir du Oui, moment où tu ne peux plus faire le poids, bah ta ceinture, on te la retire puisque tu vas pas redescendre pour combattre. bien sûr. Ça, c'est ce qu'il dit officiellement. C'est ce qu'il dit Tu sais, officiellement. comme l'UFC n'arbitre jamais sur ces trucs-là, tu peux dire ce que tu veux derrière. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'est comme quand Gamrot il dit j'ai des messages, ok frérot, sors-les. Tu vois, il les sortira pas. Tu sais, on le sait avec l'expérience. Maintenant, tout le monde dit oui, j'ai des messages, oui, j'ai des preuves, oui, j'ai gagné, oui, ceci, oui, cela. On sait que l'UFC laisse les combattants s'écharper parce que ça fait vendre des combats. Tu vois. Donc ça, on peut pas le savoir. Ouais. Bah écoute, y a pas grand-chose à dire sur cette déclaration, hein.
Non, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette déclaration, à part le fait qu'ils disent que s'il redescend, effectivement... Alors c'est là, enfin moi, pour le coup, où si jamais Islam vient à redescendre, c'est là où on saura si Topuria a vraiment un poids vis-à-vis de l'UFC ou pas, si lui gagne aussi la ceinture de l'autre côté. C'est-à-dire s'il redescend et qu'effectivement il n'a pas le titre directement, sa chance au titre directement, oui, effectivement, il aura dit et il aura fait ce qu'il a dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'UFC se sera plié au bon vouloir de Topuria. Tu vois, Non. si jamais ils le mettent là-dessus. J'ai du mal à y croire. Bon, oui. Maintenant, il y a un bif qui continue à se créer entre les deux, et j'aime bien la théorie de Bisping. Je sais pas si tu l'as lu. T'as Non. Bisping qui dit que Topuria pourrait être le premier triple champion de l'UFC. Et ça, franchement, c'est vrai que quand tu regardes ce qu'il dit, c'est plutôt cohérent, et franchement, là pour le coup, Topuria serait en bonne grâce avec l'UFC, et surtout, tu vois, enfin on voudrait vraiment le propulser en termes de starification. Il dit si Islam gagne, le combat, en fait, en gros, si Islam gagne, si Topuria gagne, et donc tu vois, t'as Islam qui gagne contre Mhm. JDM, Topuria gagne contre Oliveira, Topuria demande directement Islam dans la caté du dessus en disant voilà, je viens de chasser, je viens prendre ta ceinture là-haut. Donc il aurait gagné contre Volkanovski la première ceinture, il aurait gagné contre Oliveira la deuxième ceinture, et il irait chercher Islam en mode 77 derrière. Alors, forcément, tu penses à ça. Maintenant, il y a une réalité. Il y a une réalité qui est le gabarit et j'ai énormément de mal à voir Topuria en 77 kilos. Ne serait-ce que au niveau taille. Oui, mais c'est contre Islam. Oui, c'est contre Islam, mais Islam, déjà, il est de la caté du dessus. Islam, il va être énorme à 77. Là où Non mais je suis d'accord, Topuria à non 77, mais, ça va être un cube. non, mais tu parles de taille. Tu parles de taille. La taille, elle va pas changer. Oui, non, Il va pas, alors, il va prendre du volume, mais la taille, elle va sur pas ça, je suis changer. d'accord. Mais ne serait-ce que le volume. Le volume pour faire le poids, ça va être un cube. Il va être limité dans ses mouvements. Tu veux pas Il va pas performer avec grossir. eux. Il est à 75 kilos dans la vraie vie. Mais quoique, attends, je crois qu'il est entre 75 et 80 kilos dans la vraie vie, Topuria. Non, je pense qu'il est aux alentours de 80 s'il vient en 71. Donc il est à 80 kilos dans la vraie vie. Bah il descend à 77, il tente sa chance comme ça. Oui, il tente sa chance comme ça, mais attends, l'écart de puissance en lutte, il va être monstrueux. D'accord. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il a à perdre? Après, oui, en termes de boxe, oui, c'est sûr que son punch, de toute façon, il va le conserver, ça, il y a pas de souci. Et puis qu'est-ce qu'il a à perdre? Il vient des 66 à la base. S'il doit Ouais, ouais, choisir, ouais. s'il doit choisir un adversaire, autant prendre un mec qui a été prendre la ceinture alors qu'il était en 70. Sur ça, je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les planètes qui s'alignent, quoi. C'est tu sais, pour le coup, on est vraiment sur le truc où tu te dis, allez, c'est le bon moment. Tu sais, tu parlais toi-même de calcul quand tu montes la dernière fois, en parlant justement justement de Islam. Tu vois, des temporalités et des bons calculs. Effectivement, là, pour le coup, la temporalité, elle est bonne. Topuria, il affronte cet été Oliveira, il gagne la ceinture. On va Mhm. dire que d'ici la fin de l'année, allez, admettons, ils font ça au Madison Square Garden ou à Vegas, tu vois, d'ici la fin de l'année. Islam contre JDM, Islam gagne. Bah, tu fais en début d'année, 3, 4 mois après, 4 mois après, tu fais le combat Topuria contre Islam. Ouais. Ouais, ouais. Honnêtement, je sais pas, parce que la KTD Welter, elle est, déjà là, tu crées, presque un bouchon en donnant le title shot à Islam. Parce qu'il y a beaucoup de monde en Welter, on l'a déjà dit. C'est-à-dire que tu enchaînerais direct sur un deuxième combat avec un mec qui vient du dessous. Mais derrière, derrière, ça va crier derrière. Il y a du monde derrière. Il y a beaucoup de monde qui pousse, hein. Et en plus, Je suis d'accord. des noms qui sont intéressants. Tu vois, on n'est pas sur une KT morte où justement t'as intérêt à faire monter le mec d'en dessous pour relancer le truc. C'est des noms intéressants, mais c'est pas d'énormes stars. C'est qui derrière? C'est Brady, tu vois? C'est Edwards. C'est Yann Gary, c'est Shafkat, allez, même Shafkat, tu sais, c'est pas une énorme star, hein, tu sais, il jouit d'une popularité, mais c'est pas non plus un Topuria ou un Makhachev, tu vois. Non, alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En fait, ils peuvent se Euh, permettre de le faire là parce que c'est un combat que tout le monde attend. Tout le monde attendait en 70, et ils iraient le faire en 67, en 77, et il y aurait pas une attente, tu vois, c'est pas Jones à Spinal, quoi. Il y aurait pas une attente d'un an, quoi, tu vois. ouais, oui, oui. C'est-à-dire que Après ça moi, serait bouché, mais pas longtemps, quoi.
tu me dis ça, forcément, c'est un genre de combat que, tu sais, même le côté historique et tout, forcément, tu signes tout de suite. Hmm. Évidemment. Surtout quand tu sais que potentiellement, donc, admettons, Topuria gagne, il reste pas. Ça, c'est sûr et certain, il reste pas. Il va pas défendre sa ceinture en 77. Bah non. Donc, il vient, j'ai gagné, je m'en vais. Tu vois. Il redescend en 70 et il va défendre sa ceinture en 70. Ça redevient la normale. Islam, il Ouais, mais gagne. regarde, tu décrédibilises toute la KT des 77 ans. Oui, mais ça, c'est un fait d'histoire. Ça sera oublié. Ça sera oublié parce que les deux, ils viennent pas de la KT. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Islam, il gagne. Pareil, il prend sa retraite. Parce que ça y est, il s'est fait son gros fight, son dernier gros fight qui va rapporter beaucoup d'argent. Il prend sa retraite et puis derrière, tu laisses les autres prendre leur vie normale de 77, tu vois. Ouais. De toute façon, je suis presque convaincu, je sais pas dans quel KT ce sera. Mais je me dis que ce combat-là, le Topuria Makhachev, c'est le Khabib Connor de cette génération-là. Tu vois. Il aura lieu. Hum, hum. Il aura lieu. Financièrement, c'est le plus gros fight qu'ils peuvent faire les deux. Donc je me dis qu'il aura lieu. Et un des plus gros fights financièrement que l'UFC peut faire là en ce moment. Ça, c'est sûr. Or, sauf si Makhachev prend sa retraite. Qui est une possibilité. Et tu crois que lui aussi il profiterait pas de cette aubaine d'affronter un Topuria alors qu'il pourrait être plein comme c'est pas permis? Cet avantage de physique qu'il aurait sur Topuria? Parce que lui, il a tout intérêt à l'affronter en 77 plutôt qu'en 70. Je dis pas qu'il peut pas gagner en 70, ça me fait pas dire ce que j'ai pas dit. On Mais sait pas. c'est encore plus une aubaine pour lui de le prendre en 77. On sait pas parce qu'on sait même pas ce que ça donne, Makhachev en 77. Il doit faire dans les 90 kilos dans la vraie vie. Je suis d'accord, mais c'est pas qu'une question de poids, c'est une question de ressenti à ce poids-là. Tu vois, on sait qu'il performe à 70. Est-ce qu'il va performer autant à 77? Est-ce qu'il aura le même cardio? Est-ce qu'il aura ci? Est-ce qu'il aura ça? Tu vois, il y a des On inconnus. part du, on part du principe qu'il a battu JDM. Ouais, ouais, Ce combat, non mais on part du principe qu'il a battu JDM, donc ça veut dire qu'il est capable de performer en 77. ouais, oui. Alors s'il est capable de performer, qu'il se sent bien à 77, parce que tu peux très bien, tu sais, tu peux faire une bonne performance, prendre une victoire, et ne pas forcément te sentir bien ce poids. Regarde l'exemple de Georges Saint-Pierre, qui a monté à 84, qui a battu Bisbing. Tu vois, il a dit, Mhm. mais plus jamais ce poids. Tu vois, il se sentait, ce poids, c'était une catastrophe pour lui. Ouais, je suis d'accord. Mais sur un combat, il a pu le faire. Et peut-être que Makhachev, ça va donner ça. Hein. Peut-être qu'il va faire le combat et derrière, il redescend. Ou il prend sa retraite. Je dis, pour moi, ça reste une possibilité. Hein. Faut pas l'écarter. On sait qu'ils sont quand même beaucoup dans la gestion. Le but, comme tu l'as dit la dernière fois, c'est la legacy. À partir du moment où il prend la deuxième ceinture au-dessus, il peut se dire, OK, fini. C'est une Oui, non, mais possibilité. je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais comme je te dis, je pense que s'il doit affronter Topuria, c'est plus facile pour lui de l'affronter en 60. En tout cas, si ça se passe bien, c'est plus facile de l'affronter en 77 qu'en 70. En Enfin, fait, ça lui donne un avantage. c'est plus facile, mais ça a moins de valeur. Mais Parce ça a que moins ça de veut valeur. dire que le mec a monté de 2 KT, tu vois. Quand tu disais que tu veux pas affronter des mecs plus petits, etc., quand c'était le truc que tu disais en lightweight, là, le mec monte de 2 KT pour t'affronter, tu vois, c'est encore pire. Donc ça a beaucoup moins de valeur en termes de... Je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai Non, mais du c'est mal à y pour ça. croire. Mais en tout Cette théorie, cas, j'y crois pas trop, moi. tu sais, si l'UFC veut vraiment marquer un coup, marquer l'histoire avec un Topuria, se dire ok, vraiment lui, on parie sur lui et on marque l'histoire, et qu'il tente la troisième ceinture, je pense qu'ils peuvent aligner tellement un gros chèque qu'ils pourraient accepter le combat, peu importe ce qui se passe. Honnêtement, je Et suis pas derrière, sûr. Hein. il pourra justifier en disant ouais, mais en même Moi, je temps, suis c'est lui pas qui a fait le sûr. choix de Hein. monter quoi. Quand tu parles de gros chèques, je suis pas sûr que Topuria, il génère tant de... L'UFC, c'est des pinces quand même. C'est des pinces. Quand tu vois qu'il chipote à payer John Jones, tu te dis, Ouais, mais attends, John Jones, il demande 30 millions. Tu vois, peut-être qu'il demanderait pas 30 millions. Mais si déjà ils prennent 10, je dis une connerie, c'est toujours bien plus que ce qu'ils prennent d'habitude. Ou 10, 15, tu vois. je pense pas 10, 15, ils peuvent les que... mettre. Ouais, ouais, ouais.
Oui, ils peuvent les mettre. Après, même si tu veux pas te prendre la tête, ce combat, tu le fais à Abu Dhabi, eux, ils vont t'arroser, hein. Bah voilà, par exemple. Ah, mais en tout cas, voilà, c'est une théorie, hein. C'est une théorie de Bisping. Maintenant, j'aime bien cette théorie et j'ai hâte de voir la suite pour voir si potentiellement, tu vois, elle pourrait se faire ou pas. Alors après, voilà, hein, j'y crois sans y croire, qu'on se mette d'accord tout de suite. Moi aussi, j'y crois sans y croire. Mais j'aime bien y croire parce que je me dis que Parce c'est, que ça tu sais, t'intéresse. les planètes, en fait, les planètes ne s'alignent pas toujours. Et là, pour le coup, c'est les planètes s'aligneraient pour que tout puisse se mettre en place pour tenter ce coup de folie historique. Hmm. Tu sais, attends, il y a pas longtemps, on parlait d'Islam qui allait battre Duplessis, hein. Je te rappelle. Non, nous, on parlait pas de ça. Mais c'est vrai Non, que ça en parlait. Ça parlait de monter quand je dis, en c'est un middle. on Oui, général. oui. Tu vois, on en parlait dans le podcast. Donc je vois pas le plus d'incohérence, tu sais, à dire que qu'un Topuria Bon, monte chercher Islam. c'est même beaucoup plus faisable dans ce sens-là, je trouve. Tu vois, c'est pour ça. Tu sais, c'est en fait je me dis si tu pouvais évoquer un Islam contre du Dricus, tu peux évoquer un Topuria contre Makhachev pour une troisième ceinture. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. Donc bon, à voir. En tout cas, là-dedans, il y en a un qui tire la tronche. Et qui tire la tronche sévère. C'est Geji, qui est furieux du Topuria Oliveira. Parce que avec sa victoire contre Fiziev, son nom était cité pour être le prochain contre Islam Makhachev. Islam Makhachev disait que il y avait pas d'autre combat à faire que Geji contre lui. Mais avec sa montée, les cartes ont été rebattues et il se sent mis de côté au profit d'Oliveira. Donc c'est John Anik qui raconte et qui dit j'étais avec Justin Gaethje toute la semaine, donc la Fight Week de l'UFC 315, et il était furieux. Il a clairement le sentiment qu'on l'a écarté au profit de Charles Oliveira. Et après il rajoute ce que Gaethje veut aujourd'hui, c'est une promesse. Il veut savoir qu'il sera le prochain. Ben non. Donc Bah non, en fait. Il sera pas le prochain parce que il a pas à être le prochain. Pour moi, alors je te donne ma vision. Le seul truc qui légitimait le fait qu'il allait combattre pour la ceinture, c'était que Makhachev a affronté tous les autres. Tu vois, des mhm. mecs bien classés, il avait affronté tous les autres. Donc c'était le seul combat nouveau pour le public. C'est ça qui le faisait passer devant les autres. À partir du moment où il n'y a pas le combat contre Makhachev, pour moi, il est logique qu'Oliveira il soit devant lui. Normalement, le vrai combat pour le titre de la ceinture vacante, c'est Tsaroukian qui doit le disputer. Sauf que Sauf que on sait ce qui s'est passé, ils veulent le faire galérer, donc la logique veut que le dernier mec qu'il a affronté, ou en plus c'était une décision très serrée, c'est Oliveira. Tu fais Oliveira, tout pour rien. Sur ça, moi j'ai pas de problème avec ce combat. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que finalement Oliveira fait un combat très serré contre Tsaroukian qui aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Après bon, il rebat Chandler, OK. Finalement Gaethje bat Fiziev, un Fiziev qui était en train de revenir, Fiziev qui est classé 11 aujourd'hui. Alors il est descendu bien sûr, mais bon, il a jamais été pour l'instant dans le top 5. Non, effectivement, Oliveira, il est classé 2, Gaethje, il est classé 3. Après, en termes de classement, bon, c'est pas déconnant, hein. Il est classé 3, c'est pas déconnant. Mais oui, je te l'accorde. Effectivement, Oliveira est mieux placé pour affronter Topuria. En tout cas, si lui, il est enfin, tu vois, il se sent pas légitime et il veut une promesse d'être le prochain, il y en a d'autres qui, eux, pensent que justement battre un profil comme Gaethje pourrait les propulser à la ceinture. Et je parle de Pimblet et de Tsarukyan. Donc c'est justement, tu vois, il y a Pimblet qui a dit si je bats Justin Gaethje, je serai le prochain sur la liste pour le titre. Il pourrait être le prochain. Il suffit qu'il dise oui ou non. Abu Dhabi en octobre, c'est à ce moment-là que je veux me battre. Donc ça déjà, Pimblet, ce qu'il a dit. Tsarukyan lui dit je pense que ce sera Gaethje. Tout a du sens. Oliveira combat pour la ceinture. Poirier affronte Max Holloway pour le titre BMF. Et moi et Gaethje n'avons pas de combat, donc cela colle parfaitement. Lui il vise l'UFC 317 en disant je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un avec un gros nom et bien classé sur la carte. Moi je pense que l'idée là-bas, cachée derrière, c'est que Tsarukyan il essaie de se relancer le plus vite possible. Bah oui. Le fait d'être sur le 317
Tu sais, le même UFC, donc où il y a justement Topuria Oliveira, il se dit s'il y en a un d'eux qui pull out, ils vont chercher un backup, et le Ça peut premier pas. backup qu'ils vont chercher, c'est sur la carte. Ouais, mais ça sera pas lui. De toute façon, ça sera Geji. Ça, c'est sûr. Déjà, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ah oui. Écoute, moi, je penche plus pour le Paddy Pimblett contre Geji. Parce qu'on sait qu'ils veulent faire monter Pimblett. Pimblett a le Mm. profil parfait pour battre Geji. Actuellement, là, alors, il peut se faire éteindre, hein. Mais de ce qu'on a vu, là, franchement, avec son niveau de sol, là, je vois vraiment un boulevard pour qu'il passe Geji et être bien positionné derrière pour des gros combats, hein, parce que tu le mets contre n'importe qui derrière, Pimblett, ça fait un gros fight. Ouais. Oui, je suis d'accord. Oui, là, tu sens qu'il y a un petit coup de boost qui est mis en faveur de Pimblett et puis de Tsarukyan, je pense vraiment qu'ils vont le faire galérer. Je pense vraiment qu'ils vont le faire galérer. De toute façon, tu sais, là, vraiment, il est pas du tout en odeur de sainteté, pour le coup. Étant donné que, on le Ah rappelle, hein, non, puis en plus, c'est pas en parce plus, qu'il il était refuse des blessé, hein. fights. Et en plus, il refuse des fights, déjà. Parce Parce qu'il il avait avait refusé proposé Gamrot. Gamrot. Ouais, il lui avait C'est ça. proposé Gamrot, alors que Gamrot l'avait battu. Non, tu vois, t'es dans une situation où tu peux pas te permettre de refuser qui que ce soit. Bah, en fait, c'est même au-delà de refuser, il veut imposer, quoi. C'est limite, tu vois, là, quand il fait une sortie comme ça, c'est histoire de forcer un peu la main à l'UFC aussi. Sauf que, mon gars, t'as, t'as pull out un combat au dernier moment parce que tu faisais pas le poids. Mais de loin. Donc, l'UFC, ils vont pas te mettre en avant, c'est sûr. Hmm. Faudrait vraiment qu'ils aient plus d'autres choix pour te mettre en avant en priorité. Non, pour l'instant, ils vont faire passer tout le monde sauf toi. Déjà, le fait qu'il te fasse pas combattre, parce que normalement, il aurait dû recombattre, hein, depuis, hein. Tu sais, ça commence à faire un moment, cette histoire. Donc, s'ils avaient vraiment voulu le booker, ils l'auraient booké déjà depuis un moment. Et là, Ouais, pour le coup, tu vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, ce ouais. niveau de dénigrement aussi, tu sais, quand il dit, ouais, ils ont besoin d'avoir un gros nom sur la carte, faut pas oublier qu'il y a Pantoja aussi. Alors, voilà, on sait que cette catégorie-là, c'est pas forcément la plus hypante, mais t'as Pantoja quand même qui est sur la même carte comme Event, faut pas l'oublier non Mais plus, hein. Pantoja, qui est pour moi un plus gros nom que Tsarukyan, hein. Tsarukyan, techniquement, j'aime beaucoup le voir combattre. Maintenant, si on parle de Mhm. gros noms et de têtes d'affiche de gens qui rapportent, Tsarukyan, voilà quoi. Ouais. Tu sais, à part vraiment les passionnés, les mecs surtout qui kiffent ce style-là, Tsarukyan, c'est pas incroyable à regarder, hein. Moi, j'aime Ouais, je beaucoup suis parce que d'accord. c'est un style qui me parle, mais pour le grand public, Tsarukyan, c'est pas vendeur, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc bon. Non, Paddy Pimblett, c'est vrai que ça peut s'imposer. Attends, il est classé combien, Paddy? Paddy, the Baddy. Il est Il doit être, 9. ouais, Ouais. ouais, ils peuvent le faire sauter jusque-là, hein, jusqu'à Geji, normal. Bah, étant donné que, effectivement, Gamrot, il est là, il se dit qu'il veut combattre BSD. Tu vois, bon, Dan Hooker, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec lui. Dustin Poirier, Max Holloway, c'est booké. Charles Oliveira, c'est booké contre Topuria. Donc, effectivement, là, c'est pareil, tu vois, quand on parle de planètes qui s'alignent, devant lui, à part Dan Hooker et Tsarukyan, bah, il reste plus que Genji, quoi. Hmm. Donc, et je pense pas qu'ils vont le faire regarder vers le bas. Non. D'autant plus que Darius, il est booké contre Moïcano, tu vois, en dessous. Tu vois, si tu parles juste en dessous, Darius et Moïcano, ils vont s'affronter. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est potentiellement, ils peuvent le faire monter. Là, tu sens qu'en plus, Paddy Pimblett, il est vraiment mûr pour le faire. Il le demande. Il est C'est le vraiment bon en moment. demande pour le faire. Ouais. Donc ouais, non, c'est pour ça. Et puis il est malin, hein, quand il parle d'Abu Dhabi, tu sais, financièrement, il sait que il va se régaler, tu vois. Évidemment. Évidemment qu'il est Donc, malin. il est très malin. Il est très malin. Et très très bonne gestion de carrière de Paddy Pimblett. Très très bonne gestion de carrière. D'ailleurs, qui a refait une sortie médiatique sur ses prises de poids, tu sais. En vrai, de vrai, quand tu regardes la prise de poids qu'il fait, elle est pas incohérente avec les prises de poids des autres, hein, finalement. C'est Ouais, juste que, c'est dans la c'est forme, en juste fait. qu'il C'est gonfle. Ouais, c'est juste qu'il gonfle. il est vraiment bouffi. Ouais, Mais, c'est ça. il remonte à quoi, 90 kilos? Pour un lightweight, Ouais, finalement, il c'est y en a ça. plein. Khabib, il était à 90 kilos.
Mais c'est ça. Et surtout que, tu sais quoi, j'ai vu des photos de lui en vacances. Ouais, je le suis. Je rigole, je suis tombé dessus par hasard. Tu sais, où il était sur un bateau avec sa famille et tout. Et finalement, en fait, je pense qu'il gonfle au début. Tu sais, et après, ça se redégonfle parce qu'il dit qu'il fait de la rétention d'eau et tu sais, des Ouais. trucs comme ça. Donc, Mais comme ça se voit, hein, parce que c'est il vraiment mange beaucoup bouffi. de, ouais, voilà, de pizza, de conneries comme ça. Donc, je pense tu sais, il doit faire beaucoup de rétention. Et puis après, ça doit se réduire un petit peu. Mais franchement, quand tu le vois en vacances, tu vois, sa shape, elle est pas dégueulasse, hein. Il est pas obèse, hein. Parce que ça me paraissait bizarre aussi, parce que c'est vrai que tu vois toujours son visage, mais tu vois pas tout le reste de son corps, tu vois. Et pour le coup, ça paraît bizarre de le voir aussi affûté quand il est dans la Hmm. cage. Je pense que tu pourrais pas être, tu sais, si tu fais le yo-yo et que vraiment tu prends du gras, t'aurais toujours en fait, tu sais, des résidus de gras, tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais, ouais, je suis Et en fait, d'accord. non, c'est plus le visage. C'est plus le visage. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. On dirait, à chaque fois que je le vois, je pense à, tu sais, le film avec Eddie Murphy, Ah, professeur Folding. Professeur Folding. Ouais, c'est ça. Je pense toujours à ça. Tu sais, ces vieux déguisements, tu sais, maquillage. Je pense vraiment à ça. Bref, bref. En tout cas, nous verrons ce que l'UFC propose pour Geji, mais tu vois, en tout cas, lui, si lui se sent mis de côté, les autres voient bien que c'est un bon marchepied pour avoir une chance au titre bientôt, quoi. Ça, c'est un bon indicateur, plus que son ressenti à lui. Hmm. On continue avec une nouvelle signature à l'UFC, celle, et tu en parlais il y a pas longtemps en plus, de Pachimix, combattant qui est un ancien champion bantam du Bellator, qui n'a pas été reconduit par le PFL avec le rachat et la disparition du Bellator. Il intègre donc l'UFC et est déjà placé le 7 juin contre Mario Bautista, qui suite au forfait de Marlon Vera, bah justement prend le short notice entre guillemets au Prudential Center de Newark. Donc Pachimix, c'est bon profil, hein. C'est 20 victoires, 2 KO, 13 soumissions. 13 soumissions, ça c'est des profils qu'on aime beaucoup, nous. Tu sais, quand je vois 13 soumissions sur 20 victoires, moi j'aime beaucoup. 5 décisions et une seule défaite par la décision, en décision en 2020. Mario Bautista, il est classé 10. Il sort d'une victoire contre José Aldo. Donc ça Hmm. veut dire qu'en Une cas de victoire victoire, de Pachimix, il rentre dans le top 10 directement. ouais, une victoire litigieuse en plus contre José Aldo. Oui, 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 oui. Ouais, écoute, c'est un profil intéressant. Maintenant, moi, toujours quand il y a une signature comme ça, j'attends de voir. J'attends de voir parce qu'on a eu plein de mecs qui viennent d'autres orgas et on s'attend énormément et arriver à l'UFC, on est déçu. Donc, Oui. j'attends de le voir dans la cage. Maintenant, c'est clair que stylistiquement, il a vraiment, il a ce qu'il faut pour amener du danger dans ses combats. En plus, il était demandeur, lui, hein, d'aller à l'UFC depuis un petit moment. Il voulait vraiment être libéré par le PFL. Donc, c'est chose faite. Écoute, on verra. C'est un profil 31 intéressant. ans, hein. 31 ans. Il est encore jeune en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est un profil Donc, intéressant. parce que C'est c'est le ça, la genre de dernière fois combattant c'était que Pitbull. je vais Bon. suivre. Ouais. Mais Ouais, Pitbull, c'est en fin de carrière. c'est Pachimix, ça. clairement, il y en a plein même qui le mettent dans un top 5 de la KT, tout orga confondu, tu vois. Donc là, on va avoir Attends, des réponses sur ton niveau contre l'élite. attends, je vais voir son classement Fight Matrix. Il est sixième. Ouais, tu vois. Ouais. Et le plus haut ranking, c'était en 2025, en janvier 2025, où il était cinquième. Des Bantam. Ouais, ouais. Donc, ouais, 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 non, c'est pour Donc ça, ouais, on va voir sa faut légitimité, confirmer. ouais. Il faut confirmer Ouais. maintenant. Mais j'aime bien, hein, moi, ce profil-là. Et puis, contre Bautista, en plus, c'est un profil qui colle. Parce que, pour le coup, ça, c'est le cas de le dire. Parce que Bautista colle beaucoup à la cage. On l'a vu contre José Aldo. Tu vois, c'est plus un profil lutteur aussi. Donc, en plus, on a presque cette certitude qu'il y aura des phases de sol, tu vois. Enfin, tu vois, ça colle bien, je trouve, dans le match-up avec Pachimix. Donc on va voir. Moi j'attends le 7 juin aussi, pareil que toi. J'attends de voir comment ça va se passer, si il nous gratifie d'une nouvelle finalisation. Et puis voilà quoi. Mais c'est bien, tu vois, ça fait partie. Tu vois, c'est le PFL qui là vient d'annuler un événement. En plus, le PFL Paris. Tu vois, de se débarrasser de ces profils-là. Tu vois, c'est quand même que ça Mais soit Pico, que ça soit lui et tout ça. ça n'a Il y a aucune pas de, y a, cohérence.
Je comprends pas, ouais. C'était gros Ouais. stars. Alors oui, certes, il te coûte plus cher, mais pas pour rien, quoi. Pas pour rien. Non, clairement. Clairement. Ouais, Donc bon. c'est incompréhensible la gestion du PFL. Écoute, bienvenue à l'UFC, et puis on se fera un plaisir de débriefer son arrivée dans la big league, comme les gens disent. Même si nous, on n'a jamais dit ça, mais bon. J'ai pas arrêté de le voir, en fait, quand je prenais mes notes, j'ai vu au moins ce mot écrit, tu sais, enfin ces mots écrits, je sais pas, 4-5 fois, tu vois, la big league. À chaque fois, c'est écrit en italique. La big league. Donc je me dis, bon, allez, je vais le sortir. C'est là, je vais le sortir. Avant de passer à la question auditeur, vite fait, parce que j'ai vu le truc tout à l'heure, c'est Lionel de Sparring Podcast, enfin, qui était donc avant Café Crème Café Crème Sport, Sport. qui a partagé sur notre groupe une première bagarre générale de Ned Diaz dans la télé-réalité russe avec un combattant, alors j'ai plus son nom, Yusunov, je sais plus comment il s'appelle, bon bref, je sais plus. Mais bon, donc c'est des images qui sont sorties. Attends, Là, petite question. Est-ce qu'il y a eu jet de bouteille? il n'y a pas eu de jet de bouteille parce qu'il en avait pas sous la main. Putain, Il je suis s'aurait pu. déçu. Putain, Eh je suis oui, eh oui, déçu. il aurait dû Il le a prévoir. changé. Il aurait dû le prévoir. Il a changé, Diaz. Alors pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça parce qu'il y a quand même une bonne tarte à la Stockton, tu vois, qui a été sortie. Donc en fait c'est ça, c'est un espèce de combattant un peu farfelu, tu sais comme il y a dans toutes les téléréalités, parce qu'on rappelle, on en a parlé justement, John Jones et Ned Diaz deviennent les deux coachs de la nouvelle téléréalité russe sur le MMA. Et donc ils sont dans la villa là déjà arrivés. Bon, on a vu des images de John Jones qui était derrière sur une bécane derrière ce même combattant, tu vois, en train de faire une petite balade. Donc il est très extravagant, tu vois, c'est qu'il y a toujours un profil très très extravagant. Et tu vois ce mec-là arriver, donc je pense que c'est comme une espèce de présentation des combattants. Et il check John Jones, il arrête pas, il lui fait des câlins, des trucs comme ça. Alors John Jones, c'est bon, il joue un peu le jeu, il est un peu moins soupe au lait, on va dire, que Ned Diaz. Et puis il arrive pour faire la même chose à Ned Diaz. Puis Ned Diaz, il garde sa distance. Et puis l'autre, il insiste. Puis il continue à insister. Ah, et puis une chose en entraînant une autre, il a pris une tarte. Donc il a pas aimé. Ouais, Et c'est... franchement, pour ma part, hein, c'est complètement scénarisé. T'es en Ouais, Russie ouais, sur une ouais. télé-réalité russe, tu sais très bien que ça va arriver. Bah, surtout quand tu vois les événements russes, tu sais, où dans tous les face-off, il y a des bagarres où des mecs se mettent KO, limite Bah oui. sur le plateau, ils se slament sur le plateau. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bah Mais en tout oui, cas, c'est scénarisé. ouais, c'est parti quand même en couille entre guillemets. T'as avec Jake Shield qui était là aussi, qui s'est fait mettre au sol. Enfin bon, ouais, ça a été un gros bordel qui a dû durer un petit peu longtemps. Écoute, ouais, Ouais, c'est ridicule. c'est ridicule. Tu vois, on n'allait pas suivre, et ben on va encore moins suivre. Bah, Là, c'est ouais, vraiment parce que c'est venu à ouais, moi, mais j'irai pas chercher quoi. ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Passons à la question auditeur. C'est beaucoup plus intéressant. Surtout cette question que j'ai déclinée sur pas mal de volets. Je sais pas comment t'as fait toi, mais je l'ai un peu décliné histoire de varier les plaisirs. Donc c'est Emmanuel encore, un bon auditeur à nous et avec qui on a sympathisé d'ailleurs, je tiens à le dire, parce qu'il est même venu s'entraîner à l'AFC une fois. Donc voilà, j'ai pu le rencontrer en vrai. Des fois ça peut arriver. Donc là c'est arrivé, on a tourné ensemble et il y a qu'en tournant qu'on connaît les vraies personnes. On s'est bagarré ensemble et on a parlé longtemps après derrière. Et il nous a posé une bonne petite question. C'est quoi le combat que vous auriez aimé voir entre deux athlètes, toutes générations confondues? J'aime bien, tu sais, ces questions de prime versus prime, tu sais, qui gagne, tu vois, enfin, qui gagne, en tout cas, qui t'aurais voulu voir, tu vois. Donc, j'en ai pas mis qu'un, déjà pour commencer, je sais pas pour toi, mais j'en ai pas mis qu'un. Non, J'ai parlé du MMA, mais j'ai aussi fait il y en a de boxe et en l'anglaise, moi. JJB. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Et en JJB aussi. Alors j'en ai pas mis 1000 non plus, hein, parce que sinon si tu pourrais en faire 1 million des combats comme ça. Mais bon, t'en as combien toi en MMA déjà? T'en as un ou t'en as plusieurs? Bah en fait, je me suis concentré vraiment sur un. Et c'est même pas Ouais. un combat finalement, c'est tu vois, c'est même pas les meilleurs. Enfin, si, il y a le meilleur dedans. Mais c'est vraiment un combat qui me tenait à cœur et que j'aurais voulu voir parce qu'il avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. J'aurais voulu Mhm. voir le combat Fedor contre Brock Lesnar. Ah ouais. Ah ouais. Je suis d'accord.
Fedor contre Brock Lesnar. Il y a plein d'autres combats où en termes de niveau, c'est peut-être même plus intéressant. Mais ce combat particulièrement, avec tout ce qu'il y a eu autour de Fedor, Dana White qui lui a craché à la gueule pendant des années, comme quoi il fuyait, etc. J'aurais voulu voir ce combat. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai que j'ai pas pensé à lui. J'ai pas pensé à lui, mais ça, parce que Brock Lesnar, en fait, comme c'était enfin, tu vois, c'est une anomalie de la nature, tu sais, à quel point il était balèze et tout ça, mais bon, tu sens que techniquement, c'était moins propre. Donc, en fait, je l'ai pas mis, moi, dans les combats que je voulais voir. Parce que ça avait de valeur que quand il combattait contre Frank Mir, parce qu'il avait le physique pour contrer Frank Mir, tu vois. Donc, mais techniquement, tu vois, il prend une clé de genou sur un des fights. Ah, je suis d'accord. Ou Tu vois, t'as aussi dans le même style Fedor contre Velasquez. Velasquez que je considère comme le deuxième meilleur poids lourd. Tu vois, c'est le poids lourd qui m'a le plus impressionné. Fedor contre Velasquez, ça aurait été très intéressant. bah, tu vois, moi, Velasquez, je l'ai mis aussi. Mais je l'ai mis Contre contre Jones. Ngannou. Ah, contre Ngannou. Bah, il y a déjà eu. Il y a Ah déjà bon? eu. Il a Putain, pris son, j'ai bugué. bah, attends, il a pris son KO en 15 Non, secondes, mais attends, Velasquez. non, mais attends, oui, mais Velasquez attends, on parle Prime. de Prime. On parle de Prime. Oui, non, mais oui, effectivement, oui, non, oui. Non, on parle de Velasquez Prime. Tu sais, on parle Prime contre Prime. Tu vois, parce que dans ce cas-là, il y en a un autre. Tu vois, j'ai mis Prime Anderson Silva contre Prime Adesanya. Ce combat, il a déjà eu lieu aussi, mais j'aurais voulu le voir en Prime. Tu vois, vraiment le Anderson Silva, Ouais. tu vois, avant, tu vois. Ouais, mais finalement, alors quand tu regardes bien, ça se décline. C'est pour ça que ça se décline trop et que j'ai essayé d'en choisir qu'un parce que tous les champions dominants de l'ancienne génération avec le champion dominant actuel, ça reste intéressant. Un Georges Saint-Pierre Kamaru Usman, moi j'aurais kiffé. Ah, Georges Saint-Pierre, moi je l'ai mis, mais contre Khabib. Le combat qu'on n'aura jamais. Tu vois. Qu'on a jamais eu et que beaucoup auraient voulu voir. Même si c'est le seul où j'ai mis que c'était pas dans la même caté. Tu vois, mais j'aurais bien voulu le voir. Ouais, là il y en a beaucoup trop. C'est pour ça, moi je vais juste rester sur le Fedor Brock Lesnar. Tu vois, moi j'ai mis Anderson Silva contre en fait les deux Prime, Anderson Silva contre Adesanya, JSP contre Khabib, Dimitrios Johnson contre Pantoja, on en a parlé la dernière fois, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est une opposition qui me plaît énormément. Tu vois, et si on l'avait aujourd'hui, elle aurait peut-être pas. Alors Dimitrios Johnson est encore compétitif, mais Ah, tu vois, d'ailleurs, petite info qui n'a rien à voir, mais parce que je l'ai vu tout à l'heure, Demetrius Johnson qui rejoint le camp de Sean O'Malley pour sa prépa contre Merab. ok, ok. C'est marrant, il aime bien se glisser dans les camps en ce moment, Dimitri Johnson. Il s'était mis avec Islam la dernière fois. Ouais, mais il aime bien parce que je pense qu'il se rend compte qu'il est encore compétitif déjà et que en Mhm. plus il a plein de choses à apporter aux gens. Et je pense que tout le monde en a conscience parce que techniquement c'est un monstre dans tous les domaines. Donc Je c'est suis toujours d'accord. bien d'avoir ce profil-là dans ton camp. Ouais. Ken Velasquez Ngannou, Prime. Tu sais, moi je parle du Ken Velasquez qui avait roulé sur Oui, Cheikh oui, oui. Congo, tu vois. Ça, c'est à cette époque-là. Qui avait roulé Et, sur euh, Brock et, Lesnar aussi. et qui avait roulé sur Brock Lesnar. Et ça pour le coup, mais ça c'est le petit bonbon parce que c'est deux spécialistes dans leur discipline. Mais si je prends un combat féminin, Ronda Rousey contre Kayla Harrison. Tu vois, les deux judokates de haut niveau, tu vois, qui s'affronteraient dans une cage. J'aime bien l'idée, tu vois. Ouais, c'est vrai, pas mal. En boxe, Ouais, moi mais j'en ai je suis resté sur le même truc. Hein. J'ai choisi un combat. Tu peux en faire plein, mais j'en ai pris qu'un. C'est Ali contre Tyson. Ah, contre Mike Tyson? Ouais. Eh ben, tu vois, moi, c'est un autre Tyson. Moi, en fait, justement, j'ai pris Ali et j'ai pris Tyson, mais j'ai mis Ali contre Tyson Fury et Tyson contre Mike Tyson contre Usyk. Tu vois, les deux, en fait, pourquoi je mets Ali contre Tyson Fury, c'est parce que c'est les deux, tu vois, avec leur boxe relâchée, tu sais, très dans l'esquive, tu sais, avec un style un peu similaire, tu vois, les Hmm. deux. Et c'est pas déconnant en termes d'allonge, en termes d'allonge, en termes d'allonge, ils ont sensiblement la même allonge en plus. Alors Tyson Fury est plus grand, mais ça colle bien. Et Mike Tyson contre Usyk, tu sais, la pureté technique contre alors c'est très technique aussi, mais contre la férocité, la bestialité d'un Mike Tyson, tu sais, sur un premier round, tu vois. Bah moi Tyson, si je dois le mettre sur un autre combat, ça serait contre Wilder, qui Ouais, frappe le aussi, plus ouais. fort. Ouais.
Qui frappe le plus Ouais. fort? Ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais, j'ai Moi, ces deux combats-là. contre Canelo Alvarez. Tu sais, le mec, en tout cas, a compris. Non, après, oui, non, j'en ai pas d'autres, parce que après, j'allais partir dans d'autres catés, mais je connais pas assez la boxe anglaise pour parler d'anglaise. Je vais rester sur ces deux combats-là. Et particulièrement sur Ali Tyson. Ouais. Ouais, mais tu vois, j'ai préféré faire des oppositions de style, tu sais, avec des styles similaires et avec un style vraiment opposé, tu vois. Enfin, entre guillemets. Enfin, quand je dis opposé, vous m'avez compris. C'est-à-dire, parce que on va pas retirer le côté technique de Tyson aussi, tu vois. Ce qu'il faisait C'est techniquement, monstrueux techniquement. c'est monstrueux. Mais tu vois, il y a ce truc de violence. Tu vois, c'est moins contrôlé. En fait, là, c'était plutôt la violence contre le contrôle. Tu vois, le contrôle du fight. Ouais, mais c'est ce que tu retrouves quand même finalement, c'est le même profil dans le combat Ali contre Tyson. Est-ce que Ali va réussir à imposer sa technique et sa gestion? Est-ce qu'il va réussir à Ouais. tempérer Tyson? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et si je te dis en JJB, il y a un fight qui te vient là en tête? Absolument pas. Absolument pas. Moi, il y en a quelques-uns, mais Rickson Gracie contre Gordon Ryan. Que Rickson Gracie bat tout le monde. non, non, justement, Gordon Ryan, mais je l'ai mis contre Roger Gracie. Ah oui. Ah ça c'est un vrai fight. Ouais, Le JJB old school. c'est ça. Old school contre new school, les deux plus dominants de leur génération, tu vois. Ouais. Sacré fight. Donc Roger Gracie contre Gordon Ryan, mais à la fois, tu vois, tu peux mettre aussi un Rafael Mendes contre un Kedro Rotolo, tu vois, dans le Oh, style. ouais. Alors en JJB, je crois que c'est encore plus. C'est encore Ouais, plus. en fait, tu peux trop en faire. Ouais, tu Marcelo peux trop en Garcia faire. contre Mika Galvao. Ouais, Marcelo Garcia contre Mika c'est fou. Galvao, tu vois. C'est fou. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que t'as dit sur le premier fight. Tu dois en choisir qu'un. Si je dois en choisir qu'un, c'est vrai que le Roger Gracie contre Gordon Ryan, ça serait fou. Ouais. Et Roger Federer contre Björn Borg. Non, je rigole, c'est le mec et tout qui se- le mec, il change complètement. Ah là là. Tu sais, on fait tous les sports. Le mec part en couille. En fléchette, Hugues, tu sais. Hugues Jarno contre Fabrice Chibalov en fléchette au championnat du monde. Ils sont extraordinaires, ces deux-là. C'est, Le pire, c'est que je suis sûr que c'est des vrais noms que t'as trouvé là. Non, t'as dit au pif. ah oui, c'est du total impro, Non, parce que En pétanque, toi, Yves contre Hugo, tu sais. t'es capable de regarder des fléchettes, toi. Toi, je te connais, toi. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Attends, t'es fou ou quoi? Moi, je suis un grand fan, tu sais, quand tu galères de regarder du snooker, Attends. T'as déjà regardé du billard, les concours de bûcherons? T'as déjà regardé mais ça? bien sûr, C'est mais pas bien sûr. incroyable? Mais c'est incroyable. Putain, ils Le sont trop chauds. curling, le Non, curling, là, le curling, non. Là, tu m'as perdu. le golf. Le Tu peux golf, regarder ouais, du golf. non, le golf, j'arrive pas. Du billard, du snooker. Ouais, Je me billard, suis ouais. fait du snooker, j'en ai fait, du snooker. En plus, comme j'ai joué au billard, en plus au billard français, tu vois, donc ça me parle. D'ailleurs, j'ai vu que là, il faisait des trucs, enfin, tu as du billard français en compétition qui passe à la télé. Mon père, des fois, il regarde ça, là, le 3 bandes. En plus, c'était mon jeu, le 3 bandes. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, le billard français, il y a 3 billes, une rouge, deux blanches, Deux et blanches, quand tu une fais blanche avec un petit point. avec des points, ouais, l'autre 100 points. Et en fait, tu choisis ta bille et tu dois toucher les deux autres. Et quand tu fais du 3 bandes, tu dois toucher 3 bandes soit avant, soit tu touches la première, tu fais 3 bandes et tu touches la deuxième. Si tu fais ça, tu marques un point. Ça, c'était mon jeu, j'adorais ça. Après, t'as la bande, où là, tu dois faire au moins une bande, et après, t'as le libre, où là, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de poche dans le billard français. C'est génial, c'est génial. Et ouais, non, mais si, mais j'ai regardé tellement de sports de ouf, tu sais, quand on galérait. Mais à l'époque, on n'avait pas le câble, hein. Il y avait pas l'IPTV, il y avait pas tous ces trucs-là. Tu tombais là-dessus, tu regardais, et puis voilà. Et quand tu C'est galérais en vrai. pleine nuit, tu t'arrivais pas à dormir. Et encore aujourd'hui, moi, je suis capable de regarder ça. Tu me mets comment ça s'appelle, le frisbee là, de l'Ultimate à la télé, je regarde de l'Ultimate, moi, y a Ultimate. pas de problème. Je Ils regarde, sont y a pas chauds. de problème. Ils sont chauds, les mecs qui font ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Non, c'est le genre de c'est le genre de sport hypnotique. C'est le genre de sport hypnotique. Tu dis pas le curling, mais le curling c'est hypnotique. Dans le Putain, curling, le curling, j'ai du mal. c'est une pierre,
3 balais, c'est c'est mi-femme de ménage, mi-pétanque, on est bien. Non, je te jure. Curling, j'ai du mal. Je te dis, moi, le truc que je kiffe vraiment regarder, c'est le truc de bûcheron, là. Il m'impressionne, les mecs. Ah, moi, j'attends le mec qui s'ouvre le pied en deux à chaque fois. Oh là là, t'as vu la précision dans le coup de hache? Oh là là. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est C'est impressionnant. Non, franchement, c'est impressionnant. Non, t'as ça, et puis il y avait aussi les concours de l'homme le plus fort du monde aussi à Ah, l'époque. mais ça, c'est incroyable. Ah, ça, quand je tombais là-dessus. À l'époque, en plus, c'était les époques où de Mariusz Pudzianowski et tout ça, quoi. Pudzianowski. On parle de lui parce que maintenant il fait du MMA, il est au KSW, tu vois, donc Il s'est fait casser la gueule, d'ailleurs, par Eddie Hall. Exactement, bah 2 strongman, justement. Ouais. 2 hommes les plus forts du monde. Donc ouais, non, c'était la grande époque. Les mecs, ils portent des Twingo. Qu'est-ce que tu veux? Des mecs, ils portent des Twingo sur 200 mètres. Comment tu peux ne pas regarder ça? C'est des... Bref. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, les combats d'anthologie historique que vous auriez voulu voir, Prime versus Prime. Et puis voilà quoi. C'est intéressant, c'est intéressant. Franchement, si on veut kiffer, c'est le. Vas-y. En pied-point. K1. Ernesto Hoost. Bader Hari. Ah ouais. Alors Prime. Ouais. Ou Verhoeven, Ernesto Hoost. Rico Ah, je suis Verhoeven. d'accord. Ou même Verhoeven contre le Banner. Hein. Ouais, ou contre le Banner. Bah ouais. Contre le Banner Prime. Ouais, ça serait quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Ouais, donc il y en a plein. N'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous les fights que vous voudriez voir. Franchement, c'est le genre de trucs qui font rêver. Tu sais, quand j'ai vu cette question-là, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Juste pour finir. Je sais pas si tu regardais l'émission où il faisait se confronter des guerriers d'âges différents, d'époques différentes. Non. Des guerriers ou des mafieux ou ce genre de trucs. C'était un peu organisé un peu à la 100%, tu sais, sport science, tu vois, un peu du même genre. Ok. Genre, il disait les mafieux italiens contre les yakuza ou les guerriers perses contre Putain, des mais je c'est sais pas. stylé, ça. T'avais jamais vu ça? Non? En fait, il t'explique les différentes armes et stratégies des différents militaires ou des différents gangs ou ce genre de choses, leurs armes, leurs trucs, leurs machins, tu vois, voilà. Et derrière, ils mettent tous les datas dans une machine et ils font 100 fois le fight. Tu vois, T'as pas le nom de ça? Parlant. T'as pas le nom de l'émission? C'est sûr, Non. dans les commentaires, il y a quelqu'un qui aura le nom. Les gars, Ouais, pensez à faudrait que je moi. retrouve le nom. Pensez à moi, trouvez-moi le nom dans les commentaires. C'est ça. Et en fait, tu vois, derrière, ils faisaient mouliner leur truc, ils faisaient 100 combats, ils déterminaient lequel était le plus fort, et à la fin, ils faisaient une simulation de combat entre les deux. Tu vois, et ils expliquaient après, donc il y a 80% du temps, il y a tel truc à gagner contre tel truc, et donc à la fin, ils s'affrontaient. Mais historiquement et tout ça, c'était super intéressant. Moi, j'adorais cette émission. Et ça m'a fait penser à ça. Tu vois, tu prends le prime d'une armée contre le prime d'une autre armée, d'une autre époque, et tu moulines, tu balances ça, un peu comme ce qui s'est passé avec Rocky, tu sais, quand il revient contre le champion. Ouais, Tu le vois, combat dans tu vois, Rocky 6, Rocky Balboa. Ouais. c'est ça, dans Rocky Balboa, tu vois, c'est un peu la même chose, c'est basé sur les mêmes critères. Et franchement, moi j'adore ça, parce que en vrai, c'est des choses qu'on peut pas avoir dans la vraie vie. Tu vois, donc de faire ces calculs-là, tu vois, c'est toujours intéressant. C'est comme si tu faisais face à l'immortalité, en fait. Donc c'est cool. C'est cool. C'était une très bonne question, donc. On a fait le tour? Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour aussi. Eh bien écoutez les amis, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code promo Tatami10 pour 10% de réduction sur tout le site. Et puis en attendant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!